Salut à tous, bienvenue sur un autre podcast de cinéma. Je m'appelle Simon et aujourd'hui, j'ai un invité de marque. Je parle du évangéliste du Sapphire. Gab, comment ça va? Salut Simon, ça va super bien. On va Toujours à parler l'aise d'un avec bon film. parler de bon film, parler de sci-fi. Puis ton titre d'évangéliste, je pense que c'est resté finalement. Puis je pense qu'on a un bon film aujourd'hui pour traiter, oui, de sci-fi, mais aussi un peu de... Il y a un petit peu de preachage, c'est un mot que je viens d'inventer, mais qu'on va pouvoir appliquer au film d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on couvre Equilibrium, un film de science-fiction dystopique américain, sorti en 2002. Première question pour toi, Gab, comment tu as découvert ce film-là? Est-ce que c'est récent ou est-ce que tu l'as découvert dans le temps de sa sortie? Je ne l'ai pas découvert dans le temps de sa sortie. Ça a été plus 2007-2008. Tu sais, premier appartement avec des chums de gars, t'as bien de la colocation, puis là, à chaque vendredi, tu décides d'écouter un film. C'est comme un pissing contest, là, celui qui trouve le film le plus edgy puis le plus obscur. Là. Ben, mettons qu'on a écouté Equilibrium tôt dans ce processus-là, parce que c'est pas si edgy et pas si obscur que ça. Mais ça vient de cette époque-là. Une époque que tu as connue, où on était au cégep ensemble, en fait. Ouais, je dois avoir fait partie d'une de ces soirées-là. Puis, ouais, c'est vrai qu'il y a certains titres qui se démarquaient. Je me souviens pas, par exemple, si c'était avec Equilibrium, mais ouais, on a eu des soirées cinéma avec des titres plutôt intéressants. Puis c'est ça, Equilibrium, de ce que je comprends, pour toi, c'est... Il y a un petit côté edgy, puis ben, j'imagine aussi, là, on va en parler plus tard, là, mais il y a un petit côté qui surfait sur la vague de Matrix. Là, on se rappelle, Matrix sorti en 99, puis deuxième, troisième film, c'est pas mal dans les mêmes eaux, là, fait que ça reste pas mal. C'est dur de pas parler de ce film-là sans parler de la Matrice, évidemment. Mais moi, ça, je suis curieux de savoir, est-ce que c'est quelque chose que, ben, forcément, étant évangéliste sci-fi, La Matrice, tu connais bien. J'imagine aussi que c'est un film que tu apprécies. Mais est-ce que tu connais aussi toutes les espèces de films de gun fou? Parce qu'il y en a aussi de Hong Kong qui ont inspiré La Matrice également? Ou c'est quelque chose qui est complètement abstrait à tes yeux? J'en ai vu quelques-uns. J'ai moins accroché. Euh, Il y a quelque chose dans le jeu qui vient plus d'Asie, spécifiquement du Japon, qui me gosse un peu. J'aime ça, mais en petite dose, tu sais. Fait que, bon, je suis pas le meilleur public de ce genre de film-là, mais j'en ai vu quelques-uns aussi avec. J'essaie de penser à des noms, réalisateurs, Takeshi. Ben moi c'est le premier qui... Je t'ai pas vu non plus là, il y en a plusieurs, mais pour moi c'est John Woo. Quand j'ai vu Hot Boys avec Chow Yun-fat, si je me trompe pas, j'ai compris un peu plus l'influence que ça a eu sur la Matrice, puis après ça, toute cette vague de cinéma-là, puis John Woo, on en parle souvent en gag, là. À un moment donné, on va faire un épisode sur Face Off, mais... Ah oui. Ah oui. Mais John Woo, c'est une grosse influence sur le cinéma d'action. Fait que il y a un petit peu aussi le. J'étais curieux de savoir est-ce que c'était des films aussi que tu avais vus qui sont dans ton répertoire puis qui te viennent en tête quand tu regardes un film comme Equilibrium. Ça, pour en revenir, la petite histoire avec Equilibrium, c'est la première réalisation de Kurt Wimmer qui a passé à peu près 12 ans à Hollywood comme scénariste. Là. Il a écrit entre autres Sphere puis The Thomas Crown Affair, qui sont vraiment pas des super films, mais c'est quand même des bonnes productions, là, on va se dire. Puis ben, avec sa carrière, il va réaliser d'autres films. Equilibrium, c'est pas mal son meilleur. Avec Ultraviolet et Children of the Corn, un remake. Fait que, je sais pas si tu connais Ultraviolet, là, moi je pense que j'ai vu juste des bribes, mais ça avait l'air tellement atroce que je me suis jamais donné la peine d'écouter le film au complet. Là, que... J'ai déjà, je regarde pendant qu'on se parle les images du film, le poster en faisant un bon googlage.
Oui, je l'ai déjà écouté, puis dans le même genre, il y avait Aeon Flux aussi, puis c'était un petit peu à la même époque que certains Resident Evil aussi, que je mettrais quasiment dans le même tal, même si c'était pas du Kung Fu, là. Mais Ouais, c'était non, comme c'est ça. pour moi, c'était une période de transition des films d'action. C'est comme leur adolescence. Ouais. Tu sais, ils sonnent tout croche, ils sont tout le temps un peu mal, mais ils font du mieux qu'ils peuvent. Puis je, je le sens vraiment, spécifiquement dans Equilibrium, cette espèce de tentative de transition du film classique, les fameux films à TQS qu'on écoutait pendant les années 90, le vendredi et le samedi soir. Puis bon, tu voulais toujours être debout jusqu'à au moins 20h30 parce que c'était à cette heure-là que le bon film d'action commençait. Là, avant, c'était comme du softcore action. Ouais, puis là, vers 10h30, 11h, t'avais Blade qui partait. Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'était des bonnes Hey, soirées. puis honnêtement, je pense que sur mon podcast, je vais faire souvent référence aux films de TQS. Fait que ceux qui sont nés après les années 2000, je pense qu'ils ont aucune idée de qu'est-ce qu'on parle. Mais je le répète encore, là, TQS, c'était une chaîne de télévision publique. Attends, j'ai la bonne définition pour eux autres. Ok, vas-y, vas-y. TQS, c'est comme le Amazon Prime du streaming, mais en télé traditionnelle. Ok, ok. C'était un peu trash, pas si hot que ça, mais il y avait tout le temps une coupe de gros hits qui passaient une fois de temps en temps. Ouais, T'sais, non, c'est ça, exact. Puis, bon, entre autres, les films d'action, bien souvent, t'avais des films un petit peu plus violents là, que ce qui passait, disons, à TVA ou des trucs du genre, là. Qui, tu sais, donne une référence aujourd'hui à TVA, ce qui joue, c'est souvent comme des grosses productions comme des Marvel, mais à TQS, t'aurais eu une petite. T'aurais eu Mad Max, mettons, Fury Road, ce genre de truc-là. Puis ben c'est ça, tu sais, dans le fond, je pense que tu te décris bien, l'Equilibrium, c'est le genre de film qui aurait fini là, probablement. Puis juste, j'ai un fun fact que je veux dire avec Kurt Weimer, puis ça va compléter sa bio, qui est, tu sais, on voit qu'il y a quand même eu des gros budgets, puis des grosses productions, mais il n'y a jamais rien qui est vraiment sorti du lot. Je pense sa meilleure strike, c'est vraiment plus comme scénariste, puis writer. Il va avoir travaillé sur des films comme Le Abiding Citizen, qui est, selon moi, dans toute sa filmographie, mis à part Equilibrium, le film qui ressort le plus. Puis il va y avoir des remakes de Total Recall et un remake de Point Break, qui sont deux films cultes. Puis le remake est vraiment pas à la hauteur des films originaux, là, fait qu'ils ont été oubliés. Je me risque à dire très rapidement. Là, je pense que c'est pas mal le cas. Puis il y a quelque chose, par exemple, là-dedans que je trouve qu'il en dit long sur le travail de Kurt Weimer. On voit déjà qu'il y a un attrait, ou en tout cas, il y a une tendance à aller dans les remakes. Puis il se défend, lui, d'avoir voulu copier Fahrenheit 451, qui est un roman dystopique qui a été aussi adapté au cinéma dans les années 60, puis dernièrement en 2018 aussi, un film Prime, si je me trompe pas, justement. C'était dans mes notes aussi, Ouais. les similitudes avec Fahrenheit, qui a poussé juste un petit peu plus loin à la place d'arrêter à brûler des livres, lui qui est allé avec tout l'art, puis en plus on gèle à coups de prosium, qu'il appelle. Mais ça, c'est beaucoup de son époque. Hein? On remonte 20 ans en arrière, puis le rapport avec des drogues qui étaient pas des drogues nécessairement, mais des drogues, mais des drogues des pharmaceutiques. Il y avait beaucoup plus un discours à cette époque-là de ah non, je veux pas prendre mon Prozac, je veux pas prendre mon Zoloft, je veux pas prendre mon Emerald parce que j'aurais plus d'émotions. Fait qu'il y avait comme cette conscience-là à cette époque-là seulement, tu sais. Mais c'est ça, tout est vraiment 2000, je trouve, avec ce film-là. Puis c'est une espèce de. Je pense qu'on va en reparler très bientôt. Là. C'est un film qui réussit quand même beaucoup de bonnes choses, mais qui est fortement empreint des débuts 2000. Là. Fait que, comme tu disais, le Fahrenheit 451, la prémisse, c'est très semblable. Le personnage principal doit brûler des œuvres d'art, ou comme tu dis, je pense que c'est plus spécifiquement vraiment des C'est livres. livres. Les livres dans ce cas-ci. Fait que
Moi, je trouve que, tu sais, Kurt Wimmer, quand il dit, tu sais, je voulais vraiment pas copier, puis je veux pas que le monde pense que je copie. Tu sais, moi, je trouve que quand tu dis ça, ça te rend un petit peu coupable, là. Fait que, il pourra dire ce qu'il veut. C'est louche, là, quand tu commences à devoir débattre que tu voulais pas copier quelque chose. Puis, c'est pas un Si tu reproche veux, nécessairement, là, mais tu sais, je si, trouvais ça cocasse, là, comme anecdote, là. si tu veux plaider l'ignorance, t'es mieux de pas commencer en disant je savais pas que ça existait. Tu peux te tirer dans le pied. Ah, exact. Mais non, c'est ça. Puis, Kurt Wimmer, c'est ce que j'ai retenu un peu. Je suis pas allé trop loin dans la recherche, mais je trouvais ça drôle de. Tu sais, c'est quelqu'un que justement, tu sais, il veut dire, ah, je veux pas trop copier, mais comme toute sa carrière, on dirait que c'est souvent été avec des remakes puis des reprises de. Tu sais, qu'on parle justement là, de Point Break, Total Recall, tu sais, c'est des gros films cultes, puis vouloir se taper un remake là-dessus, puis tu te dis, ah, c'est pas mal été dans ses plus gros films, c'est écrire des remakes, c'est pas, c'est pas exceptionnel. Mais pourtant, il a fait un film. Euh, J'ai une autre question pour toi. Est-ce que, selon toi, Equilibrium, ça peut être classé comme film culte aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une Non. espèce de following avec Equilibrium qu'il n'y avait peut-être pas en 2002? Equilibrium, c'est un petit peu comme le pain de viande de ta mère. C'est Excellent. vraiment meilleur dans tes souvenirs que quand tu le remanges 20 ans plus tard. C'est des trucs qui. Ça a bien vieilli sur certains plans, mais pas sur tous les plans. Fait non, j'ai l'impression que les gens gardent une bonne mémoire, un bon souvenir, un bon feeling, mais c'est pas le genre de film que tu vas réécouter aux 2 ou 3 ans parce que, oh mec, c'est pas un Planet of the Apes. Non, non, t'as raison là-dessus. Moi, j'ai eu du plaisir à le revisiter pour le besoin de l'épisode, mais comme tu dis, c'est pas quelque chose que je vais m'infliger sur une base plus ou moins régulière. Là. Tu parlais de 2-3 ans. Là. Fait que moi, je trouve ça, hey, ça fait comme 10 ans, 10-15 ans que j'ai pas vu Equilibrium. Là, ça vaut la peine une réécoute. Puis se replonger dans les années début 2000 aussi. Là. Fait que c'est tellement de son époque. Là. Fait que je te propose, on va commencer avec le survol du film. Fait que je vous résume ça, l'introduction du film, là, c'est que dans les premières années du 21e siècle, ça c'est tout expliqué en voix off, une troisième guerre mondiale éclate, puis on se rend compte à l'évidence que l'humanité ne survivrait pas à une quatrième. Une nouvelle forme d'arme de la justice prend vie, le Grammaton Cleric. Ça, je veux te revenir là-dessus. Là. Et son seul rôle, c'est de chercher et éliminer la seule source du mal chez l'homme, son habileté à ressentir des émotions. Ouais, la question pour toi, Grammaton Cleric. Ça sonne comme un genre d'unité là, dans un jeu en StarCraft ou je sais pas quoi. Oui, mais c'est un abbé, en fait, ou un frère, dépendant de comment tu veux le Ok, vibrer. ouais. Fait que c'est le frère du Grammaton. Ou ce Grammaton first, mais c'est ça, je suis déjà là, tu sais, le world building avec. Tu sais, ça, quand je parlais de début 2000, là, ça, un Grammaton Cleric, ça sonne tellement comme. On essaye de se faire une petite mythologie, puis on emprunte, mais. Je sais pas. Déjà là, il y a un petit côté. Pour pas dire cheesy, là, mais. C'est quétaine un peu, là, dans un sens, là, de amener ça, Ben, puis. c'est superficiel. Il n'y a pas de désir d'aller trop en profondeur à ce moment-là. Surtout, la description que tu viens de donner aux auditeurs, c'est sensiblement la première scène du film. Ils font pas d'excuses, ils font juste te domper. Ok, regarde, avant de commencer le film, là, ça te prend ça. Puis, Ouais. t'as même une cerise sur le sundae ou une carotte au bout du bâton. Si tu passes à travers, t'as le droit à ta première scène de gun fou. Fait que ça va vite, là. Mais ce qu'ils veulent, c'est un film d'action, là. Mais qui essaye. C'est un film d'action qui essaye d'être fucking deep.
Puis ça va être la question qu'on va répondre à la fin de l'épisode. Est-ce que ça réussit à être deep ou est-ce que c'est juste en surface? On fera pas de spoiler tout de suite. Mais là, comme tu l'as dit, grosse fusillade qui commence après cette espèce d'introduction-là. Une fusillade entre les forces armées qui sont... moi, honnêtement, ça me fait beaucoup penser à Robocop, là, de la façon comment peux-tu parler de production artistique un peu, là, comment les véhicules sont peinturés, puis parce qu'il y a un look très autoritaire, là, First, ça fait peut-être ça un peu avec Robocop aussi, là. Mais ça, l'armée débarque, c'est les grammatons, les grammatons qui débarquent. Puis ce qu'on pensait être des rebelles là, ou des terroristes, c'est pas trop précisé. On va se rendre compte que c'est des délinquants du monde qui vivent leurs émotions. Fait que ça, les deux hommes qui débarquent après les soldats, c'est nos Grammaton Cleric, là, donc incarnés par Christian Bale et Sean Ben. Et le personnage de Christian Bale, ben, évidemment, fait une entrée super badass dans une salle où toutes les lumières se font éteindre. Puis là, ben, il commence à faire du gung-fu dans le noir total. Puis il élimine tous les ennemis parce qu'ils ont le malheur de ressentir des émotions. Puis il y a l'espèce de séquence quand il tire. C'est quand même je trouve que c'est stylisé, mais j'avais hâte de savoir comment t'as apprécié ça, cette scène-là, avec c'est entrecoupé là, d'images de juste de gars qui revolent à cause des coups de gun, mais tu vois pas grand-chose au final. Pour moi, c'est la scène du film qui a le plus mal vieilli. Ouais. Puis c'est drôle à dire parce que j'avais hâte de le réécouter justement pour des scènes de gun-fu, puis les regarder, puis mettre pause, puis regarder, OK, ils changent de Kodak là, ils font ci, ils font ça, comment ils traitent, tout ça. Puis j'ai eu la première scène, puis c'est un non gun-fu. C'est un gun-fu, mais juste par évocation, pas parce que tu vois vraiment. Fait qu'il est comme, moi, mais en même temps, ce film-là, dans son ensemble, ce qui fait qu'il est une des choses qui fait qu'il est intéressant, c'est à quel point c'est astucieux dans la façon de filmer, puis dans la façon de cadrer, puis de choisir c'est quoi qu'il présente pour que ça coûte le moins cher possible. Ouais, parce qu'il y a quand même une restriction budgétaire, là. On s'en était parlé un peu là, avant de faire l'épisode, mais tu disais, je pense que le budget c'était de 20 millions. Budget de 20 millions, ce qui équivaut à 35 millions en 2024. Puis, pour donner une autre comparaison, le budget de Matrix était de 63 millions, me semble. Donc, c'est un film de 100 minutes approximativement qui ont fait avec 20 millions. Je trouve qu'il y a beaucoup de choix de réalisation, de quoi nous montrer que c'est astucieux, c'est bien pensé tout le temps. Puis, en quelque part, cette première scène-là aussi, c'est bien pensé. Il ne nous donne pas tout de suite, je veux dire, c'est un film d'action. Tu fais du gun-fu. C'est vraiment hot. Mais ça peut pas être ta première scène qui est la plus hot. T'es même pas rendu un climax. Tu viens juste de domper comme 30 secondes aux gens pour leur donner tout le contexte du film. Ouais, il y a des genres Cleric, Grammaton, puis on n'a plus d'émotion. C'est comme, faut que tu leur donnes quelque chose, mais ce que tu veux leur donner le plus, c'est le goût de continuer à écouter. Puis c'est pas en ayant cette grosse scène d'action-là tout de suite. Fait que je pense que c'était autant une question budgétaire que d'un choix de réalisation. Puis d'ailleurs, il y a une gradation dans les batailles de gun-fu jusqu'à la fin. Ouais, non, totalement. Chaque combat est de plus en plus hot. Jusqu'à éventuellement où est-ce qu'on va arriver vers la fin du film et de l'épisode, forcément. Fait que là, si on reprend un peu l'histoire, là, il y a une grosse musique en background. Ça sonne quasiment comme des chants grégoriens. Là, fait qu'il y a un petit peu ce thème-là. Pas nécessairement cette musique-là, je parle, là, mais comme il y a un mix de musique qui fait très début 2000 avec des trucs qui sont un peu plus classiques. Puis, tu sais, grégorien, ça donne une pas mystique, mais semi-religieux, là, vraiment. Fait que, bon, les deux...
Ouais, j'allais dire Même totalement, mais totalitaire. totalitarisme. Écoute, ouais, ça emprunte, le film au complet emprunte des codes, des régimes totalitaires qu'on a eu au courant du 20e siècle. Ça, c'est une évidence capitale. Ben, d'ailleurs, ils ont tourné beaucoup à Berlin, fait que c'est pas pour rien l'architecture Berlin et il y a une grosse partie de l'histoire malheureusement avec le nazisme aussi, là, fait que ça l'a servi de décor au film dans plusieurs cas. Donc c'est ça, là il y a une grosse musique, les agents spéciaux font le tour du refuge des criminels, on voit ce que ces dangereux criminels cachaient sous un tapis des œuvres d'art, puis ni plus ni moins que la Joconde en plus. Là. Puis moi je trouve ça drôle, c'est un petit ajout qu'ils font, mais t'as un expert qui arrive, puis il a comme sa petite machine pour authentifier les œuvres d'art, puis on le voit juste une fois dans le film, c'est là. Puis c'était juste pour se dire, oui, c'est vraiment la Joconde. Puis après ça, t'as Kristen Bell qui fait... OK, brûlez-la. Puis là, t'as des gars avec des flamethrowers qui se mettent à tout brûler. Fait que, tu sais, c'est pour dire, comme on vient d'en parler, là, ça introduit toute l'entrée en matière, la thématique du film, puis ça vient de te dire, hey, on détruit tout. La Joconde, là, une des plus grosses œuvres d'art iconiques au monde, on la brûle, puis le film est même pas rendu. Je sais même pas si c'est rendu à 5 minutes, là. Fait que ça livre la marchandise euh, totalement dans les 5 minutes. Puis, comme tu disais un peu, là, ça met le ton, puis ça place toutes les espèces de contextes dans lesquels l'histoire va évoluer. Mais on remarque aussi rapidement que le personnage de Sean Ben, lui, il y a quelque chose qui le tracasse. Puis ça, je vais donner un gros shout-out tout de suite. Mais performance des acteurs sauve beaucoup le film, tant qu'à moi. Là. Puis, on parle quand même de personnages qui sont pas supposés vivre d'émotions. Puis, éventuellement, on va apprendre qu'ils vont commencer à en vivre, puis qu'ils vont se réveiller aussi, genre, à vivre leurs émotions. Puis, mais je trouve que le jeu le joue bien. Des fois, c'est en nuances, puis en subtilité. Puis, ouais, peut-être, je sais pas si tu partages mon avis. Moi, je sais. As-tu remarqué la quantité de reaction shots qu'il y a dans ce film-là? Les close-up de face puis les reaction shots, c'est légendaire. Je pense que c'est comme 30% du film. 30% des images qu'on voit, c'est juste des réactions de face de monde. Mais... Ça et des close-up. Parce qu'il joue beaucoup sur le micro pour donner des petits détails que tu... Bon, c'est... On parle d'émotions, mais en fait, ce qu'on comprend un petit peu, c'est que c'est leurs sens qui sont mis en sourdine. Là. Fait que du toucher, juste l'impression, donner l'impression qu'ils écoutent quelque chose, qu'ils sentent, qu'ils voient quelque chose, c'est tous des petits détails. Mais ouais, la quantité de close-up, là, Mais je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire parce que moi je l'avais vu du côté comme hey c'est bien joué, mais donc c'est aussi un côté de réalisation de comme ben tu sais on va te les mettre d'en face ces réactions là pour que tu puisses les voir. Puis ouais, ça m'aurait peut-être échappé si tu n'en aurais pas parlé, c'est vrai. Autant des réactions que des non-réactions. Mm-hmm. Fait qu'il y en a bien où tu le regardes, il n'y a pas d'interprétation, il y a juste un blank, mais it's the whole point. Mais on peut se le dire, Christian Bale, il a un talent pour jouer du monde qui ne vit pas d'émotion. Hein. Puis tu sais, il est dans sa période American Psycho là, à ce moment-là, si je me trompe pas. Là. Moi, je suspecte que, parlant d'acteurs qui n'ont pas d'émotion, là, à l'époque, Keanu Reeves avait la même réputation. Moi, je suspecte que Christian Bale, c'était leur deuxième choix. Ils ont écrit ça pour Keanu Reeves. Mais Keanu Reeves, après Matrice, il était comme « Guys, I'm good. » Pas besoin d'un autre. Là. C'est un bon point. On essaiera de trouver la réponse. Je reviens au film. Bon, sur le chemin du retour, là, les deux personnages discutent. On apprend que le personnage de Christian Bale s'appelle John Preston. Les deux hommes retournent dans leur cité avec
décoré avec des grosses iconographies nazies, là. Puis c'est juste des zeppelins qui volent dans le ciel, mais il y a aussi l'espèce de drapeau de... là, j'ai manqué le nom de la ville, là, mais c'est une espèce de cité-État, là, en quelque sorte. Tu sais, dans le style Vatican, mais comme ailleurs. Euh, Puis ben leur drapeau, c'est comme... moi, dans mes notes, j'ai écrit un drapeau de croix gammée, pas gammée. Fait que... Fait que c'est juste une croix. T'as pas tort, t'as pas tort. C'est carrément juste ça, mais c'est très ressemblant. Fait que, en plus, on a droit à un beau discours de leader autoritaire qui nous explique qu'on détruit maintenant les livres et les œuvres d'art et qu'on s'injecte un médicament qui réduit nos habiletés à ressentir des émotions parce que c'est la mère de tous les vices de l'homme, les émotions. Puis bon, on arrive un peu plus haut dans la cité, le vice-conseiller Dupont, qui est la voix du père, le père comme le père de cette société-là. Il va recevoir Preston dans son bureau. Il nous va le questionner sur sa grande habileté à se mettre dans la peau des délinquants. Puis ça, c'est juste une excuse pour nous expliquer que la femme de Preston a été éliminée parce qu'elle était une délinquante. Elle ressentait des émotions, puis elle a arrêté de prendre son injection là, qui est supposée réduire cette capacité-là à ressentir. Puis bon, là, Preston doit se défendre en disant que lui, il ne ressentait rien par rapport à sa femme, puis qu'il n'est pas affilié de quelque façon que ce soit aux délinquants. Encore là, on reste dans le moment du film qu'on est en train de nous placer des morceaux. Là. Fait que. Ben, puis... tout le long, il nous place des morceaux. Tout le long, il y a ces espèces. Il y a pas toujours, là, mais il y a fréquemment des snippets de contexte, là, des petits morceaux de contexte qui sont donnés à travers des pièces de propagande qui sont diffusées sur des lieux publics. Mm-hmm. Ah, totalement. Tu utilises beaucoup ça, non seulement pour donner du contexte, mais aussi pour faire avancer l'histoire. C'est comme si c'était un changement de chapitre, puis une introduction au chapitre suivant, quand il y a ces voix-là. Ça te parle un petit peu autant de ce qui vient de se passer, puis ça t'évoque un petit peu ce qui s'apprête à venir, là, le fameux foreshadowing. Mais parlant de foreshadowing, moi, c'est un film qui m'avait particulièrement... on en a parlé tout à l'heure de Blade. Je l'ai fait aussi en podcast sur un épisode. Mais meilleure excuse du monde, t'as un nouveau personnage qui devient un allié à Blade, là, que Blade protège, mais il va aussi l'initier au Underground Vampire, tu sais. Fait que, tu sais, il est tout le temps en train de décrire, genre, qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là. Mais c'est un bon coup au niveau scénaristique parce que tu prends un peu le spectateur par la main en même temps que le personnage de Blade prend le personnage, je me souviens pas de son nom, là, mais le personnage par la main pour l'amener dans son monde. Fait que ça paraît comme, au lieu d'avoir quelqu'un qui t'explique direct devant la caméra ce qui se passe, ça fait plus naturel. Puis en quelque sorte, comme tu dis, les morceaux de propagande qui sont dissimulés un peu partout dans le film, ben, ça remet beaucoup de contexte aussi là, dans l'histoire qu'on nous présente. Et que tu le vois aussi un peu là, plus tard là, dans le film, t'as Preston qui réécoute la discussion qu'il a eue avec son coéquipier dans la voiture. Puis, tu sais, là, on est encore dans le mauvais Preston, je peux dire. Puis, ça nous place un peu son personnage. Que, tu sais, c'est son coéquipier, mais comme il agit un peu contre lui en quelque sorte. Puis, on n'a pas le temps de voir leur dynamique, mais sans dire qu'ils ne trossent pas déjà en partant. Fait que là, il pense qu'il a peut-être ressenti une émotion, puis il avait vu cacher un livre, puis là, le livre, il disait « Ah, tu sais, je vais l'amener se faire détruire moi-même, là, juste pour être sûr qu'il l'oublie pas. » Puis éventuellement, ben, tu sais, il va découvrir son ami qui se cache dans une espèce de vieille église, si je me trompe pas. Puis, un bel échange. Je trouvais que le dialogue entre les deux était bon, mais là, tu sais, dans le fond... de genre Sean Ben qui fait juste réciter des poèmes pendant que Christian Bale lui demande de se rendre, ce qu'il va pas faire, puis finalement il va l'exécuter à travers une balle qui va tirer à travers son livre. Oui, ça c'était beau. Mais très évocateur aussi là, de la société dans laquelle on vit. Là. T'as comme Sean Ben, c'est plus ou moins comme s'est laissé abattre, là, si on peut dire. Puis
je sais pas, il voulait vivre. C'était le prix qu'il était prêt à payer pour vivre dans un monde où est-ce qu'on pouvait lire, où est-ce qu'on pouvait avoir les émotions. Et que. C'est souvent le prix qu'il est prêt à payer, Sean Bean, quand on y pense. Tout le Ce temps, gars-là, hein? là, il meurt vraiment beaucoup. Il est vraiment bon pour mourir. Ça, c'est. Ben, et ça s'est calmé un peu ces temps-ci. Je sais pas si c'est que sa carrière qui s'est calmée aussi un peu. Mais il y a quelques années, il y avait des mimes là-dessus de Sean Ben, puis chaque fois que tu voyais dans un film, t'es comme, ah, il va mourir. Puis je pense qu'il y a des montages de toutes ces morts dans des séries ou dans des films, puis pour vrai, comme tu dis, là, il y en a énormément. Là. Écoute, dans GoldenEye, pire que ça, il meurt 2 fois. Ouais. Donc, c'est ça, pour revenir au film, bon, il y a un nouveau personnage. Il y a un nouveau personnage qui nous est présenté, là, qui devient le nouveau coéquipier de Preston. Ce gars-là s'appelle Brent. Et je me demande, toi, est-ce que tu lui fais confiance à la première minute qu'on voit dans le film? Je sais, il y a tout le temps un petit côté de comme. Il a de l'air d'un snitch, là. Il a l'air d'un crosseur. Il a l'air d'être le gars qui pose des cols tout le temps. Non, mais regarde, en même temps, c'est un film qui fait pas tant dans la subtilité, là. Ils veulent pas passer 3 scènes à te montrer que le gars, il y a des nuances de gris, mais il est pas mal de la merde. Ils veulent juste que tu saches que c'est pas quelqu'un de nice. Puis, regarde, ça, juste sa face, ça fait un job, moving on. Moi, c'est parfait. Ben justement, là, il va le ramener à la maison, puis il fait plus ou moins allusion que comme quoi, je vais te surveiller pareil. Là. Puis en ce que, Preston vient de tuer son ancien coéquipier, là, fait qu'on on devine que la dynamique entre les Grammaton Cleric, là, c'est assez lourd. Là. Puis bon, là, on va maintenant retrouver la maison de Preston où son gars est en train de se faire brainwasher par la télé. Carrément, là, comme on parlait tantôt, là, il y a un discours du père, le father, qui est en train de faire encore de la propagande. Puis, l'échange entre lui et son garçon, là, c'est du genre là, mais c'est quand même troublant. Son garçon qui dit qu'il a vu un autre enfant pleurer. On soupçonne comme à l'école ou quelque chose. Puis il demande à son père s'il devait le dénoncer. Puis son père est comme, certainement. Puis il s'en va se coucher là-dessus, sur un lit qui a de l'air tout sauf chaleureux. Puis là, il va se mettre à rêver en entendant la voix de son ancien coéquipier là, qui répète. Je l'ai pas noté, là, mais il répète une espèce de poème. Fait que ça le travaille tout le temps continuellement. Puis là, on a droit à une scène de flashback de son ex-femme qui se fait embarquer pour violation des sens. Ça, c'est la traduction vraiment libre que j'en ai faite, là, mais ils se sont rendus compte qu'en quelque sorte là, qu'elle vivait ses émotions. Puis Elle est c'est pas dit à ce coupable moment-là. d'émotion. Coupable d'émotion, voilà. Comment ils sortent ça, là, ça c'est une autre histoire, là, mais ça, il a l'air d'avoir une espèce de Gestapo des émotions dans ce film-là. Tout ça, le lendemain matin, là, Preston échappe sa dose de médicaments. Il prend pas sa médication cette fois-là. Puis on voit que au déjeuner, là, par la suite avec ses enfants sont aussi froids que lui, finalement, c'est pas plus. Puis on remarque aussi que son gars le surveille pas à peu près, parce qu'il a déjà averti son partenaire qu'il avait échappé sa dose matinale. Et que son gars, au début du film, il est creep. Je sais bien que c'est le fils d'un Grammaton Cleric, mais il y a quelque chose de sinistre avec ce petit garçon-là qui est super froid, puis que on dirait qu'il veut dénoncer son père en quelque sorte au début. Là. Tu vois qu'il n'y a pas de relation familiale tant que ça. Là. Bon, c'est ça. Après l'intervention de la journée, on va aller s'en prendre à des délinquants qui cachent des objets interdits, genre des livres, des images, puis des parfums. Puis il y a une délinquante qui va être capturée cette fois-là, du nom de Mary. Puis Mary va essayer de saisir une arme puis tirer ses clerics, mais c'est Preston qui va comme empêcher son partenaire d'y tirer dessus. Là. Que, Preston qui n'a toujours pas eu sa dose de journée-là.
Exactement. Fait que Fait tu vois, ça prend pas de temps, hein. Tu te manques une dose prend une une fois, puis madame, il rapproche de lui. Là, écoute, le fait d'avoir une personne proche de lui, une autre personne, son odeur, tout ça, déjà, tu sens. Il y a une coupe de bons reaction shots pour te montrer que ça commence à être titillé. ouais, clairement. Puis, elle sent bon, cette madame-là, là, on le devine. Là. Donc, dans la salle d'interrogatoire, là, Preston va la questionner. Il va lui demander, tu sais, il cherche la résistance en quelque sorte. Là, c'est comme l'Empire avec les rebelles dans Star Wars. Il veut savoir où leur base. que, Mary, elle va le questionner sur c'est quoi le but de ton existence, puis elle va commencer à lui mettre en tête que la vie sans émotion, c'est juste d'attendre la mort. Ce qui est quand même défendable comme cyclique, ouais. Puis ça fait écho non seulement. T'as une petite mise en abîme là-dedans aussi. C'est pas juste au niveau de la vie cyclique, parce que tout ce qui sert à faire, c'est maintenir l'existence dans laquelle il est. Mais toute l'histoire de John Preston est un petit peu un cycle aussi qui fait écho au cycle précédent de Sean Bean. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, c'est vrai. C'est une roue qui tourne puis qui est cyclique, oui. mais c'est là que tu vois aussi, comme dans le film, ça, à ce moment-là, tu sais, ça commence à jouer dans la tête de Preston, puis on dirait qu'il développe une fascination pour Mary assez rapidement aussi, là. On dirait qu'il vient de la rencontrer, puis je sais pas si c'est parce que ça lui rappelle sa femme ou quelque chose. Il vient d'avoir un flashback de sa femme qui... Je sais pas si je l'avais dit, mais sa femme a été exécutée aussi là, dans son rêve. Il se réveille là-dessus. Mais à partir de ce moment-là, on dirait que ça le travaille tout le temps. Puis évidemment, on l'a toujours pas vu prendre une dose. Puis on va voir après ça, là, on commence à avoir d'autres... on suit la vie dans l'espèce de société-État, le ville-État qu'on est. Puis on a droit à notre première démonstration de gun kata. Puis ça nous sert un peu d'exposition sur le concept. Là. C'est un genre d'art martial qui optimise les tirs selon certains angles ou positions là, qui a été répertorié, qui est recherché, tout ça. Moi, honnêtement, j'ai quand même des doutes sur l'efficacité dans le monde réel, mais dans le contexte du film, ça avait de l'air cool. C'est de la gymnastique, de la statistique, puis de la violence. C'est un mix. Le meilleur mix. Hey, tu te trompes pas avec ça. Ça fait des bons films. Ouais, puis fun fact, là, j'ai lu que le réalisateur, il a pratiqué ça chez eux, dans sa cour arrière, et paraîtrait-il qu'il attendait que sa famille soit partie, puis que les voisins regardaient pas. C'est ce que j'ai lu, fait qu'il commençait à faire ses katas, ses gun kata tout seul dans sa cour arrière, puis finalement il disait, tu sais, je l'expliquais à mon coordonnateur des cascades, puis il a pas ri, il a rien fait, il a juste comme ok, on le fait. Puis apparemment qu'il était vraiment content de ça parce que c'était je pense qu'il savait pas trop comment ça allait sortir à l'écran, mais il y avait un feeling que c'est ça qu'il voulait faire first, mais que ça paraissait bien. Puis on en parlait un peu tantôt, le début 2000, on est dans cette période-là. Là, la Matrice, ça vient de sortir, puis je vais renommer Blade encore souvent, j'ai l'impression, mais Blade aussi, là, c'est un autre film de gars en trench coat qui fait du kung-fu, là. C'était... Moi, je trouve que c'est vraiment début 2000, là. Tout le monde habillé en noir, dans des grands manteaux, là, qui font du karaté. C'est cette notion de l'inconnu qui, en fait, est tellement haute. Puis, tu sais, tu parles de ces films-là qui se ressemblent, mais je te dirais que c'est exactement la même chose pour Fast and Furious. Ce qui compte, c'est pas de quoi t'as l'air, c'est ce qui est en dessous du moteur, puis genre, tu vas lui montrer, puis il y a comme toute cette notion-là, là, même l'époque où genre, t'as un gars d'un casier au secondaire qui criait « Tu sais-tu qui je suis? » Genre d'affaire, là, comme s'il était quelque chose de vraiment hot shit, là, quelque chose de cool. Fait qu'il y a cette espèce de... C'était cette période-là, là.
T'avais pas encore de Facebook, t'avais à peine un MySpace pour montrer à quel point t'étais hot dans la vie. Fait que être hot, mais pas le montrer puis être un petit peu mystérieux avec ça, là, ça c'était une combinaison gagnante à l'époque. C'est genre typiquement Equilibrium aussi, là, mais ça, tout le monde en Trash Code qui font des arts martiaux. Puis là, bah, ça, j'ai parlé de Konkata. Dans le film, tu sais, on est rendu le soir, puis Preston, toujours pas pris son injection. Il va faire un autre cauchemar, puis ça, c'est une scène que je trouvais intéressante, là. Il va se réveiller, puis il va s'émerveiller du lever du soleil dans la fenêtre de sa chambre. C'est pour dire à quel point le monde est rendu drabe là, dans ce film-là. Les fenêtres ils ont comme une espèce de pellicule par-dessus. C'est pour cacher la lumière du soleil parce que tu sais, quand t'as pas d'émotion, tu veux juste avoir de la lumière, puis pas besoin de voir la beauté de la nature, puis tout ça. Puis, petit fun fact, la scène qui m'a été écrite, il était supposé aller courir jusqu'au toit, puis comme voir le ciel, puis tout, puis tu sais, une shot de ville, tout ça. Puis c'est des raisons budgétaires qui ont fait qu'ils l'ont tourné dans la chambre avec la fenêtre. Mais le réalisateur il dit ça aussi, je suis d'accord là-dessus. Je pense que la scène est plus évocatrice de la façon qu'il l'a tourné au final. De comme, tu sais, enlever le voile devant ta fenêtre, puis tu sais, juste voir comme le vrai monde. Là. C'est l'analogie de la caverne. Il ouvre les yeux pour la première fois. Puis oui, tout le reste du film et tout ce qui est important dans ce film-là est très intimiste et vécu de très proche. Souvent même, je dirais, dans des reaction shots. Fait que pour moi, ça fait totalement de sens qu'il a décidé de faire cette scène-là un petit peu plus tight, d'essayer de donner moins d'ampleur, moins de contexte, moins de gros univers. C'est dans les petites choses, ce film-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis des beaux map paintings. Mais ça fait coûter cher. Ça devait être pour ça qu'ils l'ont fait. Mais pour vrai, c'est super intéressant ce que tu dis. Puis dans la scène qui suit, là, c'est exactement ce que tu viens de dire. Il arrive à son bureau, puis là, encore, on a droit à l'exposition là, avec la voix là, du father qui brainwash les gens. Puis, tu sais, c'est une excuse pour nous apprendre qu'ils ont tout uniformisé dans cette société-là pour que l'expérience humaine soit la plus singulière, on peut-tu dire ça? Neutre, ouais, ça. Tout est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas de marginalité. Là, fait que pour les marginaux de ce monde, c'est l'histoire de votre pire cauchemar. Puis bon, quelle meilleure façon que de montrer ça avec des articles de bureau. Puis là, c'est ça que tu disais, tu parlais des petits objets, des petites affaires. Fonctionnaire, mais tu sais, t'as une shot de haut que tu vois que tout le monde a comme le même bureau, le même, tu sais, porte-crayon à la même place, puis tout. Puis là, t'as Preston, puis cette scène-là, elle passe proche d'être ridicule, je trouve, dans un sens, mais elle fonctionne. Mais il commence à bouger comme sa tasse, son porte-crayon, ces affaires-là. Puis t'as comme Brent, là, qui est son nouveau coéquipier qu'on soupçonne d'être une vraie merde. Puis, tu sais, il fait comme, qu'est-ce que tu fais? Je réarrange mes objets dans un point de vue totalement d'optimiser mon efficacité. La pire chose qu'il peut faire, c'est placer son porte-crayon différemment. Là, parce que tout le monde est pareil, tout le monde l'a placé de la même façon. Puis là, t'as Brent qui fait du vrai Brent, puis qui pose une petite question fishy, genre, quoi? T'aimais pas comment c'était placé avant? Tout le long, il pose ces petites colles-là. Là. Il est tellement passif-agressif, là. C'est incroyable. Ah ouais, puis c'est ça qu'on dit qu'on va tous une vraie marde, mais il est tout le temps sur son dos, puis il gosse. Mais ça va servir à créer la tension entre les deux. Nouvelle intervention maintenant, cette fois, là, dans un refuge de dangereux délinquants. On commence à voir la transformation de Preston, là, qui a aussi même droit à une fameuse shot de sang sur les mains. Ça, je trouvais ça cool pareil. Parce que
Puis, des petits détails comme ça, mais c'est ça qui fait qu'un film devient intéressant, je trouve. Là, bon, là ils sont en train de faire un assaut sur un refuge. Puis, t'as une espèce de délinquant des émotions qui arrive pour s'enfuir. Puis, bon, bah, t'as Brand qui le tire dans le dos. Puis, tu sais, t'as Preston qui l'attrape parce qu'il finit directement sur lui. Puis là, mais tu sais, il est encore dans son moment qui commence à ressentir des choses. Puis là, comme le gars, il tombe, puis là, il regarde ses mains, puis il y a du sang sur les mains. Là, Preston, il y a un gros bug de cerveau là, à ce moment-là. C'est puis, comme son premier moment que t'es comme, regarde, there's no going back. Là. C'est il y a bien de se de... passer, il est marqué. Il a été marqué par un événement là, avec des émotions. Puis il y a des reaction shots de délinquants avec des gros yeux bleus, genre, ben comme Puis t'as les réactions de Preston qui est juste comme oh my god, qu'est-ce que je viens de faire? Que pour vrai, je l'avais vu, je l'avais assimilé, mais depuis que tu me le dis, je sais juste repenser au film, puis c'est tout le temps des reaction shots que j'ai en tête là. Fait que c'est vraiment un très bon point. Fait que donc c'est ça, là il va commencer comme à ressentir de plus en plus. Après l'assaut, Preston va tomber sur une cache d'objets interdits. Il va tomber sur une des pires choses imaginables dans ce monde-là, la musique de Beethoven, ni plus ni moins. Puis que c'est là que je trouve que le film est réussi bien. C'est la révélation de la musique de Beethoven sur Preston. C'est Puis, vraiment une belle scène. ouais, puis là, c'est comme je disais vraiment tantôt, là, on va donner à César ce qui revient à César. Christian Bell, il joue vraiment bien cette scène-là. Puis, reaction shot, encore une fois. Mais c'est ça, je pense que il n'y a pas tout le mérite qui vient au jeu de Christian Bell, mais parce que ça marche, peut-être une petite production de même, là, ça aurait pu avoir un moins bon casting, puis ces scènes-là, il aurait moins bien fonctionné. Moi, c'est mon opinion, là, mais je trouve que Christian Bell, ben, il réussit. Puis, comme tu dis, c'est beaucoup de reaction shots, mais encore faut-il que tu joues ces émotions-là, sinon tes shots sont vides. Fait que Ton range que... émotionnel est de 0 à 8% pendant 75%, non pas 75, là, mais un bon 35-40% du film. Comme acteur, là, ça doit être assez intimidant. Te faire dire que tu vas devoir jouer, que tu n'as pas d'émotion tout le temps, mais quand même transmettre quelque chose à travers l'écran, mais juste 3%. C'est quand même un beau challenge. Moi, aussi, comme toi, je pense, chapeau à Christian Bale d'avoir été capable d'emmener quelque chose là. Puis il a dû en passer des heures devant son miroir à se regarder puis à se demander c'était quel muscle, juste un, qui allait bouger pour X scène, puis c'était quoi les deux muscles qui allaient bouger pour Y scène plus tard. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que j'imagine bien Christian Bell faire ça tout le temps. Dans son bureau, ouais. Ben, dans American Psycho, il se regarde pas dans le miroir pendant qu'il fait des galipettes? Oui, entre autres, là. Ben, c'est écoute, ça. It is what it is, là. je sais pas. Je sais pas quand... d'après moi, je me souviens pas des dates exactes, mais je suis pas mal sûr que c'est très proche, les deux films qu'on parle, là. Que j'ai peut-être réussi comme à transposer un peu ça dans dans l'autre. 2000 American Psycho. Qui a tourné ça probablement moins de 2 ans plus tard. Ouais, puis ça va être avant Batman, I guess, aussi, là. Fait que c'est comme... Attends, 2005, Batman Begins. Qui a été qui a fait partie des films qui l'ont... Tu sais, qui est devenu undeniably une star, là, je crois. Non, c'est ça. Il y a eu des bons films aussi avant, mais ça, c'est comme ça l'a amené en avant, là, carrément. Il était sur les lèvres de tout le monde. Ça a été dur de manquer. Là. Surtout après le Dark Knight, là, c'était fini. Sa carrière était faite. Ben non, il y a encore des bons rôles, là, mais dans le sens... sa notoriété était faite.
Pour revenir au film, là, de retour à l'extérieur, là, on voit que Preston commence à apprendre le pattern de son coéquipier du début. Il a caché un livre dans sa poche, puis il utilise la même excuse que son ancien coéquipier quand Brent le challenge, parce qu'évidemment, Brent étant Brent, il est comme « Hey, qu'est-ce que tu fais là avec ce livre-là? Tu l'as pas remis pour destruction? » Puis tout. Il dit « Ah non, je vais le faire moi-même parce que des fois, il manque, puis tout. » Arrive maintenant la pire scène pour les amoureux des animaux. Là, je sais pas si tu sais de quelle scène je parle. Les clérics Oh, trouvent des chiens derrière leur refuge. des chiots. Des Des- chiots, ça peut pas juste être des chiens bâtards en fin de vie. C'est des chiots qu'ils ont trouvé. Puis là, évidemment, ben, on est dans un monde ultra Attends, gris. écoute, il faut que je t'arrête parce que la phrase qui est dite par un des soldats est incroyable. Ces animaux étaient défendus par des hommes et des enfants. On les a éliminés sans problème. Mais tu as la shot, à ce moment-là, pendant ce temps-là, tu as une shot de caméra sur les chiots. Fait que tu comprends que ce qu'ils ont éliminé sans problème, comme s'ils venaient juste de dresser une canne avant de le mettre au recyclage, là, c'est des femmes et des enfants. Qui défendaient des chiots. Oh, ouais, c'est ça qu'on a éliminé comme si de rien n'était. Là. Puis les chiots, par exemple, ça, ils sont tous flabbergastés. Ils regardent ça comme très, je comprends pas. Pourquoi il y aurait du monde qui garderait ces affaires-là? Ils les mangent-tu? Il me semble que ça chie partout, ça. Tu vois, ils sont clueless, là. Ils n'ont aucune idée pourquoi quelqu'un pourrait avoir le goût d'avoir un chien. Ben, comme tu dis, carrément, la question, ça a été dit, genre, est-ce qu'ils mangent? Mais ils ne savent pas quoi faire avec. Puis, ben, c'est ça, là, il va commencer à les abattre froidement. Puis là, tu vois que, ben, tu sais, ça travaille Preston, évidemment. Là, on le voit dans sa reaction shot. Puis, Ah oui, c'est une série de reaction shots. Puis en prime, il y a comme des espèces de jump cuts pendant cette scène-là. C'est vraiment horrible. T'as comme. C'est une succession de plusieurs plans, mais qui font toujours un travelling avant pour se rapprocher de lui. Puis là, il y a comme des petites cotes de genre une fraction de seconde où sa tête twitch, où il bouge. Ça a mal vieilli. C'est comme. Il lève le menton à chaque fois qu'il y a un coup de gun. C'est weird, celle-là. Là. Ça, ils en ont demandé trop. Là. Il n'y avait rien à jouer là-dessus. Là. Tu ne peux pas laisser 20 secondes de ça. non, mais c'est ça. Puis, ben, évidemment, il file pas bien. Puis ça va pas mieux quand il y a un chiot qui atterrit comme. Il se cache directement à ses pieds. Là. Fait que là, t'as comme l'espèce de soldat ou je sais pas quoi là, qui demande Ah, tu donne-moi là, je vais la battre. Là, t'as Preston qui repart avec, puis il dit Ah non, on va l'amener pour le tester. Là, d'un coup, qu'il y aurait une épidémie là, chez les délinquants. Fait que, on se devine qu'est-ce qui va arriver là, aussi. Là. Fait que par la suite, ben, Preston, il va se faire réprimander pour ses actions. Moi, je pensais qu'elle allait parler de justement le chien et tout. Mais non, le vice-conseiller Dupont va lui dire que maintenant, les délinquants vont être tirés à vue ou brûlés sans procès. Parce que sont, sont en guerre contre les délinquants. Là. Bref, il faut les retrouver puis faut les tuer. Là. C'est dangereux ce qu'ils font, avoir des C'est une chiens. menace pour l'humanité. Là. Ah ouais, tu montes avec des C'est, chiens, c'est dangereux. ça prend juste une couple de personnes qui ont des émotions, puis on va repartir en guerre. Là. Il peut n'y en avoir aucun. Pas de compromis. Ça, l'ironie de la chose est quand même flagrante, là, mais en tout cas, c'est toujours, ça j'avais écrit dans mes notes, c'est toujours la joie avec ce monde-là. Tu sais, avoir des chiens ou tuer tout le monde. Ouais, tuer tout le monde. Puis bon, là, Preston va retrouver des preuves qu'il a saisies sur Mary pendant son arrestation. Puis, je pense qu'il retrouve une espèce de bout de tissu là, qui commence à sentir. Puis, tu vois que ça s'améliore pas pour lui. Là. Il va avoir des choix à faire bientôt. Puis justement, il va essayer de ramener le chiot incognito à l'endroit où il l'avait trouvé. Puis comme de fait, ben, le chien ne veut pas l'abandonner, il le colle. Là, ben, tu vois, je cherche la bonne façon de le traduire, mais en anglais, le change of heart, là, dans le sens que,
il commence à ressentir des choses différemment, puis ok, je vais te garder le chien finalement, tu peux venir, puis il lui dit mais tu vas être dans la valise, puis là il le met dans la valise, c'est comme ça aurait pris une scène qui fait genre C'est sans aussi. savoir. C'est une des rares scènes où tu as autant de couleurs. Ouais, c'est vrai. C'est quand il ouvre le coffre, il y a de l'humanité. Déjà, le chien, ils ont voulu lui donner beaucoup de saturation, beaucoup plus de lumière que l'ambiant. Il n'a pas été traité avec cette espèce de filtre bleu, gris, platine qu'il y a dans la majorité, puis beaucoup de désaturation. C'est à ce moment-là, là, vraiment, il utilise, encore là, je l'ai dit, c'est un film qui est, selon moi, astucieux. J'utilise toutes sortes de petits codes du micro pour te transmettre cette émotion-là. Puis là, justement, à la seconde où le véhicule des méchants ou de l'armée arrive, là, on retombe dans l'espèce de désaturé, de gris-bleu. Moi, je vais être honnête avec toi, là, pendant qu'on en parle, j'ai le film qui joue à côté. Là, fait que j'ai l'air de l'avoir écouté 42 fois, mais je l'ai juste écouté 24 fois. 24, juste 24. Ouais. Puis il joue en ce moment, ça l'aide des fois. Mais là, c'est ça, comme t'en parlais, là, l'espèce de... Je sais pas comment les appeler, c'est-tu des militaires, c'est-tu une genre de Gestapo, des gardes armés, là, Appelons-les les zélotes. Les zélotes, ok. Bon, ben, Ouais. les zélotes débarquent, puis ils vont faire le saut à Preston. Puis bon, il va avoir caché le chien dans sa valise. Puis là, au début, ils le reconnaissent pas, puis ils veulent fouiller son véhicule. Tu sais, qu'est-ce que vous faites là à cette heure-ci? Blablabla. Là, finalement, il dit, là, je pense qu'au début, il voulait comme jouer incognito, mais là, il dit, hey, tu sais, je suis John Preston, je suis le... Je pense qu'il dit c'est comme le top rank Grammaton Cleric. Cleric. Qui je suis? Ouais. C'est exactement ça qu'il en drop. Là. Il est comme, man, moi, je suis genre le top dog des Grammaton Cleric. Puis là, c'est ça, t'as les gardes qui excusez-moi, puis à ce moment-là, il se fait trahir par le chien qui fait un petit aboiement, là. Puis, tu sais, en plus, la phrase, hey, t'as entendu ça? On dirait un chien. Ouais, je pense qu'ils sont cachés là-bas, là. Ça avait l'air de venir de votre valise de char, par exemple. Ah, puis là, t'es comme, bon, shit must go down. Puis on a droit à... Ça fait un petit moment que le film roule, puis tout. Là, c'est notre première shot de... Ben, pas première shot, mais première grosse scène de Kung Fu depuis le début. C'est la scène de Kung Fu du film, selon moi. Juste son premier move qu'il fait là, pour partir la séquence. Là, on va essayer de le décrire, là, mais il y a comme des shotguns pointés sur sa tête, puis il donne juste un petit un coup de main, puis ça flippe les shotguns, puis il reprend, puis tu sais, les deux zilotes en plein dans la tête. Puis après ça, il craque les shotguns en remontant les bras, puis en cognant vers le sol vite, comme si ça allait être assez de vélocité. Que, je sais pas. En tout cas, ça défie les lois de la physique. Ben, tout. Ouais, bon, mais il y a bien des affaires avec le Kung Fu dans ce film-là qui défie. Ouais. Mais pour moi, c'est la scène de Kung Fu. Puis tu remarqueras aussi dans les scènes de Kung Fu, ce qui est payant dans ces scènes-là, là, c'est les shots bird's eye, directement au-dessus. Ouais, ça, tu vois l'espèce de chorégraphie. Ces shots-là sont payantes pour donner de la crédibilité à cette espèce de... Puis, bon, ça pourrait avoir l'air... Moi, quand je regarde du Kung Fu, j'ai tendance à penser au Star Wars Kid. Ah non, ça te rappelles de Star Wars Kid, là, pour nos plus jeunes, c'était un meme avant l'époque, là. Puis c'était juste un dude avec un bâton de balai qui se faisait aller bien trop intense, puis qui avait l'air un petit peu... Bon, il avait pas l'air édifiant, on va le dire comme ça, là. Puis il a eu tough pendant des années après, là. Genre, c'est un beau cas de cyberbullying. Mais bref, il y a quelque chose d'un petit peu absurde dans ce Kung Fu-là. Fait que de trouver des angles de caméra, certains plans qui vendent la chose puis qui fonctionnent, là, ça pour moi, c'est
si vous voulez faire des films dans la vie, vous faites des films. Si vous faites des films, j'ai pas de leçon à vous donner. Mais si vous voulez faire des films, à la limite, regardez, il y a des façons clever de framer des shots là, astucieux. Encore une fois, toujours astucieux pour avoir des shots qui sont faciles à réaliser, mais qui ont un potentiel de vendre votre histoire et qui vous permettent de d'aller vers l'avant non-stop. Là. Ça, full shot. Ben ça, pas la petite histoire, mais tu sais, on a eu des cours de cinéma, ben, des fois ensemble, des fois pas, là, mais moi, c'est un de mes profs, on n'a pas eu le même, là, mais à ce moment-là, mais c'est là que j'ai commencé à décoder un peu plus comme le langage de... Non, ça sonne vraiment... ça sonne vraiment piqué si je dis ça de même, mais tu sais, à chaque fois, on avait des exercices vidéo à faire, des trucs à tourner. Il me challengeait tout le temps. Genre, hey, pourquoi t'as pris cet angle-là? Pourquoi t'as framé ton image comme ça? Pis tout. Puis ça m'a fait comme prendre connaissance de comme ben, il y a tout le temps une raison, il y a tout le temps un choix, puis il y a un choix à faire. Puis un peu comme tu dis, là, j'essaie de surfer là-dessus il y a des choix payants, mais il y a aussi des affaires que des fois, ben, c'est pas juste ben j'ai placé la caméra de même, puis c'est ça qui est arrivé. C'est le principe que faire un choix, c'est aussi prendre la décision d'exclure tous les autres choix que tu as fait. Toutes les autres possibilités. Fait que ça. Tu sais, je l'ai fait parce que ça a marché. OK, fine, il y avait 8 façons que ça marche. Pourquoi tu as pris celle-là? Et là, la petite question de plus, le pousser l'enveloppe. Le film-là, il pousse l'enveloppe là-dessus. Puis, puis carrément, il y a des choix que, on peut toujours discuter des choix, mais dans ce cas-ci, dans ce film-là, puis c'est son premier film aussi qu'il réalise, là, mais il y a des très bons choix qui sont faits, puis les séquences d'action, ça vient peut-être un peu avec ce que tu dis, puis tu l'as un peu mentionné, il y a quelque chose qui fait vraiment cheesy, qui fait pratiquement ridicule aussi avec les scènes d'action. Peut-être que on pourrait dire, c'est l'influence de la matrice, puis tout ça, puis... Mais, le film essaye d'être plus que ça, puis il fait des choix, certains choix, puis je trouve que... Je sais pas, j'ai de la misère à le dire, mais c'est comme ridicule, mais on dirait que c'est tellement assumé que ça marche. Comme... Tu sais, le gun kata ou le gun fou dans le film, dans la vraie vie, ça marche pas, là. Tu peux pas être comme entouré de 8 personnes, puis pas te faire tirer dessus, puis réussir à tuer tout le monde avec des pistolets. En tout cas, je suis pas un expert en armes. J'ai pas fait... J'ai jamais tiré d'un gun, mais je soupçonne que c'est vraiment pas aussi facile que ça en a l'air dans le film. Mais ça marche pareil parce que ils ont réussi. C'est peut-être Christian Bale qui croit vraiment dur comme fer, ou les choix de caméra qui font que... Tu sais, la chorégraphie en soi, c'est... Je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses de ton côté. Moi, ça fonctionne, puis on dirait que ça devrait pas fonctionner, mais ça fonctionne pareil. Ben, je te dirais que le problème, c'est que là, on le voit avec 22 ans de recul. Puis, tous les clichés sont nés en étant une innovation. C'est de par l'utilisation par tout le monde, puis de faire des raccourcis. On utilise des clichés pour faire des raccourcis pour transmettre de l'information, des idées, des concepts, peu importe. Fait que là, 22 ans plus tard, on le regarde, puis oui, il y a des trucs même, on est saoulé de ces affaires-là, là. On a trop vu. Mais à cette époque-là, puis si tu le compares avec les autres films d'action qui étaient faits à cette époque-là, ces éléments-là ressortent. Tu sais, ça, c'est l'arrière-grand-père ou le grand-père de John Wick. Ah non, carrément. Puis, ouais, tu fais le bon parallèle parce que... Ben, le bon parallèle. Moi aussi, je trouve que c'est le début de John Wick. Puis je pense que John Wick se rapproche plus d'Equilibrium que la Matrice, mettons. Oui,
définitivement. Définitivement. Puis même, tu le vois dans le choix des chutes. Encore là, dans la proximité, le micro, les close-up pour faire avancer l'action, pour pousser un punch après un punch après un punch. Ça, puis autant on parle de ce qui était forward thinking dans ce film-là, autant on peut parler aussi de ce qui était encore old school. Un des éléments que vous, comme auditeur, allez remarquer si maintenant vous retournez checker le film, c'est les swoosh, puis les blacks, puis les bangs, puis les booms, puis les bruits qui sont utilisés pendant qu'ils se battent sont d'une absurdité incroyable. C'est plus les bruits qu'on a aujourd'hui dans le John Wick, mais t'as comme un premier balbutiement de la façon de cadrer, de la façon de présenter ces scènes-là, de la façon de couper très rapidement, passer un close-up à un autre, qui se faisait aussi, bon, pour faire un écho à ce qu'on disait avant dans le cinéma asiatique, spécifiquement au Japon, auquel je reviens encore plus, mais spécifiquement, mais non limité à. En fait, il y a tous ces éléments-là qu'on reconnaît aujourd'hui, puis bon, il y a encore là des éléments du passé qu'on voit aussi. La façon que avant les scènes d'action, la façon que le avant des scènes d'action est fait, c'est extrêmement old school, c'est incroyable. La musique, comment c'est pété sur la musique, le choix des instruments, les espèces de percussions un petit peu qui sonnent industrielles, des plans avec un personnage puis un autre qui rentre dans l'écran un après l'autre, un à côté de l'autre en randonnion, là, tu vois une face de plus. Il y a toutes sortes de vieux codes, mais il y a aussi toutes sortes des premiers balbutiements du cinéma d'action qu'on a au moment où on se parle. Carrément, puis c'est John Wick, je pense, est-ce que c'est sur la fin, le 4, je sais pas s'il y en a un autre, un cinquième, mais... Pas encore. On parle de cycle depuis tantôt aussi, mais c'est une roue qui tourne, puis c'est ça. C'était un passage dans un cycle, puis là, ça tourne, ça l'amène à d'autres choses. C'est John Wick qui ça va probablement être d'autres choses dans quelques années, là, j'imagine. Non, mais je suis quand même très d'accord avec tout ce que tu as dit, là, on parlait des choix de réalisation, mais aussi comme l'influence que le film a eu, visiblement. Je dirais pas directement ce film-là, mais toute la mode les façons de faire de cette époque-là qui ont donné aussi les films qu'on connaît plus aujourd'hui, là, comme étant, mettons, John Wick et autres similitudes. Là. Puis bon, c'est une des meilleures scènes qu'on vient d'avoir pour ça, là, le gun-fu en tant que tel là, dans le film. Là, je vais revenir un peu au film parce que je sens qu'on va continuer pas à divaguer, là, mais à s'écarter un peu. Bon, de retour au film, tu vois, Preston est retour à la maison. Il va commencer à cacher ses doses d'injection qu'il a toujours pas pris. Il va les cacher derrière le miroir de la salle de bain. Parce qu'évidemment, on avait un autre moment où est-ce qu'on avait des reaction shots devant un miroir. Je check mes notes à cette heure, puis tu l'as dit au début de l'épisode, puis je suis ah ouais, ça c'est le bout qui se regarde, c'est le bout qu'on voit c'est un gros plan de sa face. Mais là, on est rendu au bout dans le film où on va sortir les épées, parce qu'il manquait juste ça. Les fameuses espèces de katanas. Puis pendant que Preston s'entraîne, qui fait ses katas d'épée, en quelque sorte, t'as Brand qui débarque, puis se met à s'affronter avec des épées de bois. On sent la tension entre les deux personnages à ce moment-là. Là, puis t'as Preston qui va se faire questionner sur ce qui est arrivé la veille, puis tu sais, on sent que Brent le soupçonne, mais que c'est jamais vrai. C'est tout le temps dans le non-dit, dans le fond, là, toute leur interaction puis la tension entre les deux. Fait que... Moi, cette scène-là me faisait vraiment penser à la scène dans Matrice entre Morpheus et Neo, là, Ouais. quand ils s'entraînent dans l'espèce de dojo. Là. Fait qu'il y a un gros... Je trouvais qu'il y avait un gros vibe de même. Là. Puis, ben là, ça, on va apprendre par la bouche de Brent qu'il va y avoir un gros raid dans le secteur 7. Ça ne donne absolument rien, le secteur 7, mais ça a l'air important. Puis là, on apprend que là, tu sais,
c'est fini le niaisage, là, les Grammaton Clerics vont se mettre à massacrer tous les délinquants. Que la fusillade de la veille va avoir encouragé l'armée à toutes les massacrer. Puis aussi, on est rendu dans le raid. Le nouveau raid pour éliminer toutes les délinquants éliminer tous les délinquants de la section 7. Puis pendant que Preston il va commencer, on dit qu'il est un peu comme de retrait là, si on veut. Puis il va tomber sur un groupe de délinquants qui va essayer de sauver finalement. Parce que là, au début, il croise puis il fait comme ok, sortez par la porte arrière là, puis personne va vous voir. Mais là, les autres sont comme, ah non, faites-le pas, il va vous tirer dans le dos. Ils réagissent pas, finalement. Ils réalisent lentement que there ain't no free meal. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Là. Ces émotions, là, ce qu'il ressent, c'est aussi positif que négatif. Là. Quand il tombe devant ces gars-là, là, sa vie serait tellement plus facile s'il tirait tout d'en face, là, comme il a fait avec plein d'autres amants. Mais non, là, s'il fait ça, il va se sentir... S'il les aide pas, il va se sentir mal. Puis le gars, il n'est pas habitué de se sentir mal. Non, c'est un petit peu comme quand il raconte des mensonges, tu y crois pas pantoute, mais c'est parce qu'on n'est pas dans ce... C'est pas du monde qui raconte des mensonges, là. Ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas peur de se faire juger, ils n'ont pas peur d'avoir eu tort, ils n'ont pas besoin d'être aimés, rien. C'est... Mentir, ça n'a pas rapport pour eux autres. Ça fait pas de sens. Ben, c'est ça qui arrive finalement. Là, à un moment donné, il se rend compte qu'ils s'ils agissent pas, ben, ils vont se faire rattraper. Puis il les aide à s'enfuir. Puis il se met à tabasser ses propres gars. Fait que les autres zilotes. Ça, je trouvais que oui, ça fonctionne, mais il y a quand même beaucoup de preuves incriminantes qu'il laisse derrière lui, là. Mais ça, on va laisser ça dans le suspension of disbelief. Puis, bon, j'avais mis dans mes notes, là, ça, c'est pas mal le bout action du film. C'est pas la dernière scène d'action, mais dans ce moment-là, là, on a comme une série de séquences. On a eu la fusillade de la veille, là, on a le raid dans le secteur 7. Puis, c'est ton midpoint. Si on regarde en Sitfield, là, puis bon, c'est le genre de film qu'on peut se permettre de regarder avec une lentille Sitfield, là, c'est ton midpoint. C'est le point où notre personnage passe de l'univers rationnel à l'univers émotionnel, qui doit suivre ses émotions, qui doit aller de l'avant avec ça. Puis, malgré tous les efforts de Preston, là, les délinquants ils finissent dans le piège de son coéquipier Brent. Puis Preston va être forcé d'exécuter lui-même les hommes qu'il essayait de sauver. Mais il va finir par refuser de le faire. Puis il va redonner le pistolet à Brent pour qu'il le fasse lui-même. Puis tu vois, Preston s'en va. Puis c'est comme un moment genre cool guys don't look at the explosions. Là. Mais là, c'est plus un tough guy, don't look at people get shot. Fait que... But he feels it. Oh, he feels it. T'as d'ailleurs au moins un reaction shot pour être sûr que tu comprends qu'il le ressent. Oh. Puis, ben, parlant de reaction shot, t'en as un peu aussi avec les... t'as comme... Ils ont pas un chef, là, mais il y a un personnage principal parmi le groupe de figurants qui fait les délinquants. Puis, parce qu'au début, tu sais, genre, Preston, tu vois, il regarde le monde, encore une fois, un reaction shot. Il regarde les autres zilotes, puis il regarde Brent. Puis là, tu vois comme il met son pistolet, genre, automatique. Puis c'est comme, je vais peut-être essayer de toutes les tuer. T'as juste comme le délinquant qui le regarde, puis comme, non, c'est pas une bonne idée. Puis, juste à ce moment-là, c'est comme, ok, ce gars-là, il sait que il va mourir, fait qu'il est comme non, ça vaut pas la peine que tu risques la mort aussi. Moi, j'aime cette shot-là. Ça vaut pas la peine que tu. Pour moi, ça n'a rien à voir avec qu'il meurt ou pas, parce que s'il avait voulu éviter la mort, ils auraient tous tiré puis that's it. Moi, ce que je lis dans le regard de l'autre gars, c'est tu pourras pas vivre avec les émotions qui vont venir avec accomplir ce geste-là. C'est ça pour moi qui ressort dans cette scène-là.
Si tu le fais, tu vas le regretter. Regret, là, c'est pas pire une émotion. Fait que, Ouais, non, moi, c'est une bonne take. c'est ça que je vois là-dedans. Qui dit non, fais-le pas, tu vas le regretter. C'est quitte parce que évidemment, en fait, c'est un film qui est plein d'hypocrisie, du début à la fin. Tous les personnages sont extrêmement hypocrites. Puis il y a une certaine hypocrisie là aussi que il va le ressentir en crise quand même d'avoir laissé ces gars-là mourir, se faire tirer. C'est pas lui qui les a tirés. Mais il va continuer à se sentir mal à ce sujet-là. Ouais, parce que maintenant, il vit des émotions. Euh, ben là, finalement, ben, il s'en va, il quitte la scène, puis il a l'air fâché, il est pas content. Puis là, cette prochaine scène, ben, Preston va demander d'avoir le droit à en finir une fois pour toutes avec les résistances pour prouver sa foi. Puis en fouillant les affaires de son ancien coéquipier, il va trouver une photo de lui et Mary, là, la délinquante qui a arrêté plus tôt dans le film. Puis il va aller la questionner à son sujet. Fait que quand Preston va lui apprendre que c'est lui qui a tué on apprend que finalement c'était des amoureux. Là. Quand Preston lui dit que c'est lui qui l'a tué, elle va essayer de s'en prendre à lui. Sans succès, mais tu vois que comme cette fille-là le travaille. Là. Je sais pas s'il la trouve trop, cute ou whatever, mais ça le met tout le temps dans un état d'émotion. Il est chamboulé à chaque fois qu'il la voit. Fait qu'il. Moi, je trouve que ce bout-là dans le film, c'est John Preston, il est en crise. Ça va chercher des preuves. Là, il débarque dans une espèce de librairie, puis il dit au gars, tout le monde dehors, là. T'sais, toi, je veux que tu me dises. Attends, j'ai-tu donné le nom du gars? Jorgen. C'est mon ancien coéquipier, là. Il parlait avec ce gars-là, je veux savoir qui est où, puis qu'est-ce que tu caches. Je sais que t'es quoi, puis va juste me dire où c'est que t'es, puis où c'est que tu te caches, puis bon, finalement, il découvre une espèce de cache secrète, puis Preston va découvrir ce fameux Jorgen, puis Jorgen va lui ouvrir les portes du Underground, qui est a.k.a. la base de résistance. John Preston découvre Jorgen à ce moment-là, mais nous, comme spectateurs, l'avons découvert dans la deuxième scène. Ouais, on le voit au début. Hein? Il est dans un plan au début. Subtil, blink and you'll miss it. Mais si t'es pour le réécouter 24 fois, à un moment donné, tu l'as vu. Ouais, mais moi je l'ai remarqué parce que c'est. Je me souviens pas du nom de l'acteur, là, mais il jouait dans Heat, puis c'est aussi le banquier au début dans The Dark Knight, là, pour ceux qui ont la référence. Fait que tu sais, sa face, comme si tu connais moindrement l'acteur, sa face te revient, fait que tu le remarques vite, là. Mais je me souviens William Fichtner. William Fichtner. Mais c'est un de ces acteurs qu'on voit partout, mais on n'est pas comme ah ouais, William Fichtner dans ce film-là, c'est malade, mais c'est un typecast, mais il fonctionne tout le temps. Puis il y a 2 ou 3 ou 4 types différents qu'il est capable de faire aussi. C'est un acteur qui est super le fun, qui livre tout le temps la marchandise. Ben, c'est un peu comme l'acteur qui joue le rôle du Ghoul dans Fallout, la série sur Prime. Là. Goggins. Quelque chose, Goggins. Oui, ça aussi, c'est un incroyable. C'est à peu près le même type d'acteur que t'as vu dans plein d'autres films, de bons films aussi, là, mais on dirait que c'est jamais lui qui est de l'avant, là, fait qu'il est tout le temps un peu oublié, mais c'est toujours solide. Si tu veux le voir à son meilleur, là, c'est dans Sons of Anarchy, où il joue une femme trans. C'est incroyable. Ok, j'ai pas vu Son of Anarchy, mais j'aurais pensé que c'était juste un typique biker dans la série. C'est un peu pris de court. Mais... Non, c'est une femme de joie. Ah, évidemment. Ça fit un peu avec des bikers aussi, j'imagine. Oh ouais, ça fait partie de l'univers. Ben, en tout cas, ça, c'est un de ses rôles où il est incroyable parce que ça prend un niveau de nuance qui est légendaire, qui est capable de l'atteindre. De toute beauté, c'est un excellent comédien aussi. Je regardais à ça, j'étais un peu moins ces séries, je vais t'avouer, là, mais Son of Anarchy, là, c'est...
Un grand fan de Ron Perlman, il est dans la série. J'ai juste des bons arguments pour l'écouter. Là. Ouais, ben ça reste 8 saisons. Fait que je te dirais, Ouais. au pire aller, si tu veux juste des bons snippets d'acting, check les épisodes dans lesquels Goggins joue. Là. Check ça. Juste pour son jeu. Oublie le reste d'histoire, c'est pas grave. Alright. Ça, pour en revenir au film, bon, tu sais, Jorgen va lui expliquer que certains doivent agir pour le bien commun dans ce monde autoritaire-là. Puis la nouvelle mission de Preston, c'est de tuer Father, le genre de Hitler de l'univers du film. Bon, à sa sortie du Underground, Preston est amené devant le vice-conseiller Dupont. Celui-ci il dit qu'il y a une rumeur comme quoi un de ses clérics ne prend plus ses doses. Ça, c'est un détail qui me bug, là, c'est que le vice-conseiller Dupont montre clairement des signes de colère, puis la colère, c'est une émotion. Ben, ça fait partie de l'hypocrisie. Ouais. Tu vends un punch pour plus tard, mais je pense qu'on va se le permettre parce que plus tard, c'est dans même pas 20 minutes du film. C'est que lui, à la fin, il dit « Ah, moi aussi, j'ai des émotions! » C'est ça, cette hypocrisie-là. Puis ça fait un petit peu écho bon, au communisme appliqué dans l'existence de l'humanité au 20e siècle. C'est... Tout le monde est supposé être égal, mais il y a des chefs des Indiens. C'est une grosse hypocrisie, fait qu'il l'a encore dans cette société-là. Puis, il y a de quoi aspirer. C'est pas pour rien que quand John Preston il arrête de prendre ses médics, il trouve ça le fun. C'est nice, des émotions. Fait qu'il y a ça aussi. Qui a le droit ou pas d'avoir des émotions? Mais non, je suis 20 minutes trop d'avance. Avec 20 minutes plus tôt. Bon, Dupont lui met un peu plus de pression, là, fait qu'on a des petites scènes où Preston surveille ses enfants dormir parce que il y a le poids sur les épaules de la mission qu'il doit accomplir. Il y a une dernière visite à Mary qui se rend compte que Preston ne prend plus ses doses puis qu'il y a des émotions. Fait que ça, il y a une petite tension amoureuse ou sexuelle, là, c'est pas trop dit entre les deux. Fait que ça se développe au courant du film. Écoute, avec les médicaments qu'ils ont pris toute leur vie, je pense qu'ils sont même pas capables de faire la distinction. Ouais, probablement, hein. Ils doivent juste se sentir weird, puis ça doit être assez. Weird et horny, ça doit être ça qu'ils se sentent, là. Bon, c'est ça, bon, il retourne avec Jorgen, là, qui planifie l'assassinat de Father. Chose que Preston juge quasi impossible et ultimement insignifiante, mais Jorgen lui apprend que dès que le mot sort que Father est mort, les groupes de résistance vont se mettre en œuvre et faire exploser des bombes qui sont déjà placées sous les usines qui fabriquent le fameux médicament. Fait que, en gros, ils attendent juste que quelqu'un abatte le leader, là, en quelque sorte. Et là, on est rendu au moment du film que Mary doit se faire exécuter parce qu'il y a ça dans ce film-là. Soit tu te fais tirer à but portant par les Zealots ou tu as droit à une exécution dans un incinérateur. En fait, c'est à une interrogation, puis ensuite à une exécution. Ah ouais, c'est ça. T'as les deux possibilités dans ce monde très binaire. Bon, Preston va tenter de l'interrompre, mais il va arriver trop tard, puis Mary va être passée dans l'incinérateur et qui va la regarder impuissant se faire incinérer. Petite consolation, ça a l'air d'être quand même assez rapide, fait que j'imagine qu'il n'a pas trop souffert longtemps. Ça, c'était comme un gros moment d'émotion, là, justement, je me sens guillemets, là, avec la grosse musique qui joue en arrière, puis tout. Ça finit, bon, tu sais, Preston sort à l'extérieur, tu vois qu'il est chamboulé par tout ce qu'il vient de voir, puis là, ben, il va arrêter, il descend les marches de l'édifice où c'est arrivé, puis il va tomber à terre carrément, puis il va se mettre à pleurer. Là, ça l'a rappelé comme tout ce qu'il a vécu avec sa femme, tout ça. Puis, il vit des émotions publiquement. Puis il a son premier emotional breakdown. Ah, carrément, c'est ce qui arrive. Puis, ben, évidemment, Brent était là, puis il l'arrête sur le champ. Fait que. Mais c'est ça, moi, j'ai réécouté le film, puis j'ai vu comme. Parce qu'il y a certains moments, tu sais, on disait Dupont là, qui a des signes de colère, mais je suis comme, ben, la colère, c'est une émotion, puis genre, ça dérange personne.
Là, à ce moment-là, quand il se met à terre puis comme il pleure, j'étais comme, oh, faut pas faire ça dans ce monde-là. Puis justement, ben, ça, Brent était juste à côté, on dirait, pour l'arrêter. Fait qu'il va l'amener au vice-conseiller. Puis là, ben, tu sais, il est comme, ah, tu sais, voici, j'ai attrapé le cléric récalcitrant, là, celui qui est un traître. Mais Preston va quand même avoir un as dans sa manche. Il avait échangé son pistolet avec celui de Brent. Donc, toutes les preuves comme quoi ben, c'est lui qui a tué les gardes pendant cette fameuse fusillade puis tout ça. Ça, en fait, ça blâme Brent. Fait que son coéquipier, lui, va se faire embarquer. Puis Preston, en récompense de ses bons efforts, va demander à voir The Father en récompense. Hein, bref. Le seul problème, là, par protocole, là, sa maison doit être fouillée parce qu'il a été accusé d'être un délinquant émotionnel. Puis, depuis le début, on sait qu'il cache ces fameuses doses derrière son miroir de la salle de bain. Fait qu'il va faire comme si de rien n'était, mais on va le voir courir littéralement à son logement pour aller cacher les doses. Mais on se rend aussi compte que son fils les a déjà cachés, qu'il garde dans sa poche. C'est peut-être pas un meilleur cache quand il y a du monde qui fouille ta maison. Mais ça, on apprend que son fils, finalement, ben, lui non plus, il prend pas ses doses. Puis la fille de Preston, qui, je pense qu'il n'a pas une seule ligne de dialogue de tout le film, ne prend plus sa dose non plus, là, quotidienne. Fait que sa famille, c'est des gens délinquants émotionnellement. Je sais pas, penses-tu que genre la relation avec ses enfants est un peu pas gaspillée, mais ça aurait pu être parce que c'est bon là, papa de garçon de 2 ans qui parle là, mais il y a beaucoup d'émotions, des fois positives, des fois un peu moins, un peu moins positives, mais avec le fait d'avoir des enfants, puis je sais pas, on dirait que ça n'a jamais vraiment été exploré. Tu sais, on voit son fils qui est un peu ultra froid, là. Ça nous aide à nous placer dans le monde hyper rigide dans lequel les personnages évoluent, mais comme je disais, je pense que sa fille, ce qui ressemble le plus à un dialogue, c'est elle qui mange des céréales, là. Ouais, elle fait du bruit avec son bol. Ben, je That's it. pense que la relation avec les enfants, ça sert à contextualiser une relation familiale. Je pense que ça sert à contextualiser un univers en général. Je pense que c'est ça. À regarder le film aussi, j'ai l'impression qu'il manque une coupe de scène. Qu'il y avait une coupe de scène de plus dans le script qui sont pas rendus au montage final. Ouais, ça se peut, mais des fois, on dirait que ça coupe bizarre. Ben, pas que ça coupe bizarre dans le sens comme tu sais, jump cut ou quoi que ce Ça, soit, mais dans la temporalité est étrange. Souvent, on dirait qu'il manquait une scène pour annoncer quelque chose. Par exemple, la scène dont on parlait tantôt avec Preston qui pratique ses katas avec son épée, puis que Brant arrive, il commence à parler comme si c'était bien connu de la part des deux qu'il y avait eu un raid sur le Nether, puis qu'il y avait genre toutes les gardes qui avaient été tués. Ça sonne comme s'il y avait quelque chose. Moi, je serais prêt à m'avancer. Je me demande s'il n'y avait pas des séquences. Là, c'est tout le temps intradiégétique. Les séquences qu'on a eues de Father qui parle étaient toujours mis en contexte dans une scène. Mais moi, je serais prêt à me demander s'il n'y avait pas des scènes plein écran, des petits snippets de Father qui parle à la caméra. Puis que ça serait ça qui aurait été éliminé, puis qui rajoutait un certain contexte. Puis finalement, ça a fait chou gras, ça valait pas la peine. Puis ils disaient non, on va reconstruire le film, on va plus le puncher là-bas. mhm. Je sais pas, je suis un gros guest là. Vraiment un gros guest. Je parle. J'ai même pas de chapeau tellement je parle à travers. Mais je pense Hein? aussi que, tu sais, on parlait de restrictions dans le budget, là. Fait que c'est peut-être des scènes qui avaient été écrites, mais que finalement, ils n'ont pas tourné parce que pas les moyens ou autre X raison. Des fois,
des fois, ils réussissent à les rescaper, puis changeant le décor. On parlait tantôt de la fenêtre avec le soleil, puis tout. Puis des fois, ça donne de bons résultats, mais des fois, ça arrive aussi que des choses qui sont éliminées en cours de route parce que la production n'a pas les moyens de le faire. Je sais pas. Ton, euh, ton idée est quand même bonne aussi, là. J'imagine que c'est peut-être quelque chose entre les deux. Ou simplement des trous dans le scénario qui reste la troisième possibilité. Mais bon, c'est ça. Pour en revenir justement au scénario. Maintenant que ses enfants sont saufs, Preston va mettre son plan à exécution pour se rendre à Father. Il met en scène la capture de la résistance. Lorsqu'il se rend dans la tour pour rencontrer le fameux Father, il apprend qu'il doit passer un polygraphe par mesure de sécurité. Plot twist, il tombe dans le piège de Brand qui n'a pas été réellement emprisonné. Là, on voit l'image de Father qui se met à lui expliquer qu'il avait tout manigancé, puis on va se rendre compte que Father est mort depuis longtemps et qu'en fait, c'est vice-conseiller Dupont. Euh, on s'en doutait un peu parce qu'il prend quand même beaucoup plus de place dans le film. C'est lui qui était en contrôle. Fait que tout ça va mettre Preston hors de lui et déclencher le moment oh shit quand le polygraphe s'arrête. Ses émotions. Là, il y a les émotions dans le tapis. Les émotions dans le tapis peuvent m'emmener le polygraphe arrête. Je suis comme. Je sais pas ce que ça symbolise, mais ce qui est comme rendu fou. Ça symbolise qu'on était en 2002. C'est juste ça. C'est très. Ça fit avec l'époque où ça a été fait. Puis, une petite phrase aussi, là. Tu sais, il dit quelque chose avant de commencer à toutes les tuer. Laisse-moi voir. Non, mais c'est ça, j'ai appelé ça le moment oh shit, mais c'est vraiment ça qui arrive. Il y a un Not garde. Without incident. Mais. Moi, ce que j'avais marqué, c'est oh shit, parce que c'est un des gardes qui se le graphe arrête, il check la ligne, il oh shit, là, il sort ses guns. Finalement, ils avaient encore sur lui, ils l'ont pas désarmé. Puis il se met à tuer tout le monde. Puis là, dans mes notes, c'est vraiment écrit carrément It's Kung Fu Time. Puis. Ça, c'est leur. Tu vois, cette scène-là, pour moi, c'est c'est un complexe de réalisation. Ça, c'est la scène. C'est la wannabe Matrix 5. Ah ouais, carrément. Qui commence direct là. C'est le rez-de-chaussée dans le troisième acte de la Matrix. Oui, c'est le elevator scene. Ouais. Mais bon, c'est avec le tiers du budget, tu sais. Et le tiers du résultat, j'ai envie de dire, là, mais c'est quand même cool, là. C'est bien des chorégraphies, puis des petites poses de gun, tout ça, puis des chargeurs cachés dans les manches, puis tout. C'est le coup, ils ont essayé trop fort. Ouais, mais je te dirais, une des bonnes choses avec cette séquence-là, c'est que Preston, il passe à travers les gardes, puis les hommes de main de Dupont, comme dans Tuber. Fait que ça va vite. Ça s'étire pas trop, ça devient pas trop pénible. Que je compare, mettons, un film comme Commando, que pour avoir une petite mise en contexte, c'est un film de Schwarzenegger des années 80. Là, fait que c'est dans ces moments que c'est le héros intuable, puis c'est un one-man army carrément, mais moi quand j'étais petit, je trouvais ça cool, les moments qui tiraient partout. Mais tu réécoutes ça aujourd'hui, puis c'est vraiment comme, tu sais, t'as une shot, il tire une shotgun, ça coupe genre du monde qui se font tirer dessus, ça revient à Schwarzenegger, il tire, mettons, une carabine, puis là, après ça, tu vois les réactions de, justement, les méchants qui se font tirer dessus, puis ça dure de même pendant comme trop longtemps, mais au moins, je trouve, dans Equilibrium, tu sais, ça va vite, fait que t'as pas trop le temps de faire comme, ouais, c'est ordinaire. Les explosions dans les films dont tu parles, là, oui. Que tu voyais pas l'explosion arriver en temps réel de 3 angles différents sur une période de 6 secondes. Tu vivais le 6 secondes d'explosion de tous les points de vue qu'il avait filmés. Fait que c'était la même calice d'explosion. Bam! Après ça, cut! L'autre shot, bang!
L'autre shot, hey! Si t'étais chanceux, le monteur avait été un petit peu audacieux. Il avait beaté ses cotes. Mais sinon, c'était comme l'explosion au complet de A à Z dans tous les points de vue possibles. Ouais, fait que c'était cool la scène, mais en même temps, je sais pas, on dirait que c'est peut-être ça, le tiers du budget de Matrix. Je pense qu'il aide pas, c'est la soundtrack en arrière aussi, là. Ouais, ça veut dire, même la soundtrack fait penser un petit peu à Matrix. Ouais, mais ouais, c'est ça, c'est Attends. très début 2000, puis ouais, Oh, ouais, c'est de l'électro big time, là. Ouais, avec la guitare électrique, là, mais ouais, je dans le petit pire dans de côté l'électro. industriel, là, Oh, là-dedans, ouais. là, pis tout. Mais ça vieillit pas super bien, mais c'est la fin du film, là. C'est climax, c'est des grosses scènes d'action. On met ça à 11. Puis là, on arrive dans la dernière pièce. Évidemment, Preston lâche ses fusils. Puis il y a des... il y a des À la gardes avec des seconde, il lâche ses katanas fusils. Ouais. qui Les sortent gardes des colonnes, apparaissent. genre. Ça fait vraiment comme film chinois, whatever, là, une scène d'action avec Bruce Lee, là, qui demande son... Tu sais, il était caché là depuis tantôt. Là. C'était des ninjas. Ouais, ça fait vraiment une entrée de ninja, là, comment Oh, t'es ouais, vois ouais. qu'il sort, là. Puis là, ben, finalement, ben, tout ce qui va arriver, là, Preston, il pogne le katana d'un des gars, puis il est tout dans le temps de le dire. Puis t'as Brent qui arrive, puis tu t'attends comme à... Puis ça, je vais reciter Blade, puis là, je fais... spoiler de la fin de Blade. Fait que si vous n'avez pas vu Blade, spoiler, écoutez pas. Mais, tu sais qu'il y a comme l'homme de main là, du méchant principal dans Blade, qui est genre tout le film, genre Blade, tu sais, il coupe la main, il le brûle, tout. Tu sais, t'es rendu à la fin du film, puis là, il est tanné là, de se faire battre par Blade. Fait qu'il part à courir pour aller comme, le battre, le tuer. Puis je pense que Blade fait comme juste un move avec son épée, puis il tue genre one shot. Mais c'est quasiment la même affaire, mais entre Preston puis Brent. C'est l'anti-battle. Ça aussi, c'est le. Ça fit avec ce qu'on parlait plus tôt, tu sais pas ce qu'il y a en dessous du moteur. Là. Tu sais, le monde pensait qu'il savait à quel point il était hot, Preston. Mais Preston, il y en avait encore plus en lui. Tu sais, c'est comme. C'est le neck plus ultra. C'est comme ce level-là qu'il faut atteindre. Là. Fait que ça prend cette fête-là. Puis ça arrive. C'est la fête que tu pensais qu'il allait clore la patente, mais non, c'est pas la fête. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Mais là, la fête, elle arrive tout de suite après. Fait que c'est encore plus. Tu sais, c'est juste une petite mécanique. Je pense que c'est même écrit dans. Si on remet ça en Sydfield, là, je pense que ça a un nom, cette patente-là, ce moment-là exactement, avant qu'arrive cette scène de climax finale, qui est quand même cool. Ouais. Ouais, c'est quand même cool. Puis on va le dire aussi, le Brent se fait couper la face. Comme moi, je trouve que ça fait écho, mettons, début. C'est encore début 2000 avec Resident Evil, là, puis le fameux laser qui coupe tout le monde. Là. Mais ça fait penser un peu à ça. Tu sais, au ralenti, là, tu vois, il se tourne, puis là, la face tombe à terre. Puis pourquoi j'en parle? C'est parce que là, bon, là, t'en as parlé. Toi, le combat entre Preston puis Dupont. Puis là, c'est comme vraiment plus. C'est revenu à du Kung Fu, là. Puis c'est quand même cool. Je pense que c'est le seul échange qu'on voit de même, que tu sais, comme. Il essaye de se tirer dessus, mais. Que c'est deux clerics qui se battent un contre l'autre. Ouais, puis honnêtement, ça n'a pas duré. Je trouve que ça n'a vraiment pas duré assez longtemps parce que. T'as juste le temps de voir comme, hey, c'est cool, là, ce combat-là, puis ok, c'est fini. Pour vrai, je pense que c'est quasiment ça la durée, là. Mais, bon, là, c'est ça, comme tu disais tantôt, là, il va se dire, ah non, tu sais, j'ai des émotions, tu peux pas me tuer, j'ai des émotions, tu sais, comment tu vas faire pour vivre avec ça? Puis, ben là, c'est comme, encore une fois, un cycle, là, on retourne à son coéquipier, le Sean Ben, du début, là, puis qui avait dit, il était prêt à mourir pour ses émotions, c'est un prix qu'il était prêt à payer, mais c'est ça que Preston va répondre à Dupont, là, c'est un prix que je vais payer avec joie, puis là, ben ça, il tue, puis Preston a gagné. Puis là, il va quitter la salle, fait que t'as une vue de top, tu vois, tu sais, tout le monde qui est mort. Puis je sais pas si t'as remarqué, il y a la face de Brent.
Non. Elle tire comme... Ça, c'est pas beau. En fait. Tu vois, genre, hey, écoute, mon premier projet After Effects, .AE. Puis, Mais non, il faut pas que je niaise parce que pour vrai, ils ont fait des miracles avec tellement peu. Là. Ils ont réussi à créer un univers avec vraiment pas grand chose. Pas du CGI, là, mais du matte painting, puis des scènes composées. Ils ont ben là, écoute, cette face-là, elle est flatte comme un diable. Puis elle est coupée au couteau. Là. ah ouais, tu sais ce que vous faites, mettons, tu sais, des applications sur un cellulaire, là, tu découpes la face de ton ami pour faire un montage photo, là, ça a l'air à peu près de la même qualité. Fait que, faut vraiment le voir rapidement, là, ça dure à peine une seconde, mais moi je l'avais vu et ça m'a fait bien rire. Que, je voulais juste en parler. Bon, là, on est quasiment vraiment rendu à la fin du film. Ah oui, là, c'est le moment où il pète tous les écrans. Puis il y a une affaire que je trouve drôle, c'est que tu le revois, puis il y a comme une coupure dans le cou, mais il n'y avait pas ça pendant son combat. Il y a plus de sang après que comme quand il a tué tout le monde, toutes les gardes. Ouais. Fait qu'on sait pas, il y a peut-être un moment qui s'est perdu ou une shot qui a été coupée, qui se faisait blesser, là, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est pas important, là, il y a une blessure dans le film. Et puis là, ben ça, il va se mettre à... Est-ce qu'il tue d'autres mondes? Je me souviens pas. Mais Oui, il se met... Ouais, il tue les gardes, puis là, il se met à tirer sur des télévisions qui mettaient de la propagande partout dans la ville. Puis après ça, il regarde par une espèce de fenêtre. Là, il voit les explosions qui arrivent un peu partout dans la ville. Fait que, tu sais, la résistance a gagné, est en train de prendre le contrôle, puis la révolte a lieu. Là, tu vois comme la résistance qui est en train de prendre des déçus sur certains gardes, certains zilotes. Fait qu'il... tout ça sur une grosse tune des années début 2000, là, comme on disait tantôt, une genre de mélange d'électro-rock industriel. Puis, ben, le film se termine là-dessus, se termine sur Preston qui regarde avec émotion la résistance reprendre le contrôle. Ça finit sur un méga long reaction shot. Encore! C'est genre, le leitmotiv de ce film, c'est des reaction shots. Point barre. Blank. Comme, oublie un thème, oublie musical, oublie un type de transition. Tu veux, c'est juste des reaction shots. Mais c'est parfait. Ouais, exact. Non, c'est ça. Parce que, tu sais, on le dit souvent, puis on en rit là, parce qu'il faut pas prendre ça trop au sérieux, là. C'est juste un bon petit film, là, mais c'est pas la fin du monde non plus. Mais, tu sais, je veux juste le dire, que quand t'écoutes le film, en tout cas, moi, dans mon cas, c'est Gab qui me l'a dit, j'avais pas tant remarqué, mais ça marche bien, ça passe bien dans le film, fait que c'est pas... quand tu commences à y penser, il y en a beaucoup, là, mais une bonne écoute, pareil, là, vous allez pas être trop dérangé, selon moi, là, en écoutant le film avec tout ça. Puis moi, là-dessus, j'ai pas l'habitude de donner des notes sur le podcast, parce que je trouve que c'est très variable, juste pour moi-même, là, on peut écouter un film aujourd'hui, puis on peut l'écouter la semaine prochaine, puis j'aurai des notes différentes. Là. Ça dépend si t'as pris ton prosium ou pas. Exactement. Si j'ai pris mon prosium, ça va peut-être aller mieux, ou pire, je sais pas. Mais j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu en gardes de ce film-là? Qu'est-ce que tu penses que le film a réussi, puis pourquoi on parle encore d'Equilibrium 22 ans plus tard? Je pense que c'est un film qui était à propos sur un paquet de petites affaires. Puis que ça nous a marqué à un moment donné. Je pense pas que ça va marquer les. Tu sais, c'est pas Clockwork Orange. Définitivement pas. Mais c'est un petit quelque chose qui, à un moment donné, pour un paquet de personnes,
leur a fait passer un beau moment, puis leur a fait penser à des affaires auxquelles ils ne pensent pas nécessairement tout le temps, parce que c'est pas tout le monde qui a le goût, c'est pas tout le monde qui est exposé à du 1984, du Fahrenheit 451, ou même qui a eu le goût de le lire, ou peu importe. Ça, c'est un autre format, c'est un autre médium, c'est les mêmes questions, les mêmes réponses, d'une certaine façon. Mais je pense aussi, pour cet épisode-ci, en le re-regardant puis en parlant avec toi, je réalise aussi que c'est un beau screenshot de la transition du cinéma d'action de notre enfance au cinéma d'action qu'il y a aujourd'hui. Mm-hmm. J'en ai parlé comme d'un adolescent au début, qu'on aime avec tous ses défauts et puis tout son mal-être. C'est ça. Puis je pense aussi que c'est un film qui est inspirant. Puis ça, j'y avais jamais porté tant attention que ça. Mais d'un point de vue de production design, d'un point de vue de maximiser chaque dollar, de réussir à faire quelque chose avec un petit sketch. Ce film-là, si c'était pas de la quantité de figurants qu'il y a, ça pourrait être fait demain après-midi avec un iPhone 19 puis une couple de personnes willing. Du monde qui sait faire du kung-fu. Oui, mais oui, on s'entend, genre les comédiens, tout ça, mais c'est pas si inimaginable que ça. Là, tu regardes la plupart des décors real action qu'il y a, qui sont pas du matte painting, ça a l'air d'avoir été filmé à côté du stade olympique ou genre de l'Université de Montréal, dans les raccoins à l'extérieur. Ben, pour vrai, ça a été tourné dans un des locations de tournage, c'est le stade olympique, mais à Berlin, là, celui qui a été construit pour les Olympiques de 1936, qui était pendant pendant que les nazis étaient au pouvoir dans ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est peut-être une leçon aussi à garder, là, si jamais vous voulez faire des films. Ouais, choisissez bien vos locations. Moi, il y a deux choses que je voudrais donner. Qui suis-je pour donner des conseils, mais je dirais éclairage puis des bonnes locations. Déjà là vous allez gagner en crédibilité. Puis en quelque sorte, je pense qu'Equilibrium, ça prouve le point, là, dans le sens que ils sont allés tourner ça à Berlin, mais dans des endroits que t'as pas besoin de refaire tout en CGI. T'sais, ton environnement, l'architecture dans lequel tu filmes, tu places tes personnages, elle fait la job, puis elle transmet genre, tout ce que tu veux transmettre de cet univers fictif-là. Fait que, ça l'aide en quelque sorte là, pour ce côté-là, comme tu dis. Puis, ouais, je pense que avec des bons décors naturels, des choses qui existent déjà, puis un iPhone. Puis Ouais. l'histoire aussi qui porte à ça. Puis en fait, non seulement l'histoire, mais la façon, l'angle visuel que tu y prends. Astucieux tout le long. Ils ont réussi à faire énormément, à créer un univers crédible dans leurs 20 millions. Là. C'est pas weird, là, les décors, c'est pas. Tu crois à la situation. D'ailleurs, il y a du figurant au pied carré dans ce film-là. Ouais, ça serait juste pour les gardes d'armée des fois ou le monde qui font juste marcher. Les scènes dans la ville de foule qui sont assis, qui regardent des écrans, tout ça, c'est 50-60 figurants à chaque. C'est fait. Je pense que c'est un film qui a réussi à accomplir beaucoup de choses, puis dans un petit budget, puis c'est un exemple de quelque chose qui peut être fait avec beaucoup d'efforts, beaucoup de détermination, mais pas nécessairement tant de moyens. Ouais. Fait que c'est une belle leçon. Ouais, je suis pas mal d'accord là-dessus. C'est une bonne leçon pour un film qui avait peut-être pas nécessairement tous les moyens de ses ambitions, mais je pense que c'est aussi une bonne réalisation. Puis écoute, on a parlé un peu au début de l'épisode. Je sais pas si Kurt Wimmer va marquer encore le cinéma avec une autre œuvre, mais
Celle-là, c'était sa première en tant que réalisateur. Fait que, tu sais, chapeau à ça, chapeau à lui pour ça. Moi aussi, en quelque sorte, là, je trouve que c'est un film qui a de l'air vide parce qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de films qui ont suivi un peu comme tu sais, La Matrice, puis tu sais, ça arrive tout le temps dans l'histoire du cinéma. Là, t'as quelque chose qui devient populaire, puis ça atteint l'imaginaire collectif, puis là, après, il y a plusieurs personnes qui essayent de surfer là-dessus, puis de le recopier à leurs différentes sauces pour comme. L'innovation devient un cliché, peu à peu. Exactement. Puis ça aurait pu tomber facilement là-dessus, mais il y a quand même un propos qui est véhiculé avec le film. Le film a quand même, sans sonner trop cheesy, mais il y a une âme, là, dans le sens que il y a vraiment quelque chose à raconter. Il y a un message derrière toutes ces scènes de Kung Fu là. Fait que c'est pas comme purement gratuit. Puis je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on est capable d'en parler puis de discuter ça parce que ça devient tu sais, des sujets de discussion de. T'sais, on n'a pas passé l'épisode à parler de comment il tient son fusil ou c'est quoi le kick qu'il a fait d'en face de l'autre gars. Là. C'est plus à des niveaux comme comment il vit, comment on traduit ça dans le film, mettons, des émotions ou pas d'émotions, tout ça. Fait que je pense que ça reste Puis, encore un film à la intéressant à regarder. à la limite, comment la violence fait avancer l'histoire dans certains cas. Il y a ça aussi. Là. Tu sais, on parle de films d'action, ben, cette violence-là, cette action-là devient un mécanisme pour faire avancer l'histoire d'une façon ou d'une autre. Ouais, tu parles, mettons, au contraire d'avoir une histoire qui sert juste à plugger tes films, tes scènes, tes séquences d'action, genre. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est vrai, exact. Qui, non, ça, au final, je pense que Equilibrium, moi, je le recommanderais à n'importe qui moindrement un peu intéressé dans tout ce qui a rapport au Gun Fu, puis un peu de sci-fi dystopique. Là, c'est un mix parfait là, pour que ça tombe dans vos cordes. Puis, puis c'est ça, j'ai envie de te dire merci, Gab, parce que grosse discussion. T'as apporté beaucoup de points. J'ai vraiment aimé ça. Ça m'a donné un autre œil aussi sur le film que je venais de regarder. Que pour moi, je donnais beaucoup de crédit à Christian Bale. euh, avec raison. Mais je pense aussi que la réalisation, elle a joué beaucoup là-dessus. Puis, euh, j'aurais peut-être donné moins de crédit qu'elle en aurait dû en avoir. Là. Fait que, merci encore une fois. C'est pas le premier épisode qu'on fait ensemble. Toujours le fun de parler de cinéma. Ça fait plaisir. Puis moi, je vous annonce en primeur que le prochain épisode qu'on va faire en collaboration sur ce podcast-ci, ça va être sur Flamme et Citron. Oh shit! C'est fait. Vous l'avez entendu ici. Attends, mic drop. Tweetez-le. Dites-le à vos amis. Parlez-en à Noël. Ça s'en vient. Les choses se passent. On va parler de Flamme et Citron. Je vais enlever ma cape d'évangéliste du sci-fi. Puis on va tomber complètement dans un autre style. Puis je pense que ça va être des conversations intéressantes. Puis on a une belle histoire aussi qui va avec ce film-là. J'aime ça. Puis en plus, j'en parle souvent à des gens. Je suis comme, hey, si on fait un film, tu sais, des genres d'épisodes qu'on doit plugger des films, j'essaie tout le temps de te plugger. Puis tu viens de me donner le prétexte. Puis là, le monde se rend compte que c'était pas, c'était pas prévu. Mais j'adore ça. On se reparle. On se donne un plan pour 2025. Fait que merci Gab, merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Puis à la prochaine. Ciao.